Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de mon podcast, Du miel dans tes oreilles. Bonne écoute. Aujourd'hui je suis avec Elodie qui va nous parler de son séjour et de son expérience en hôpital psychiatrique. Voilà, j'avais mis un sondage sur Insta parce qu'Elodie a tellement de choses à nous raconter qu'il fallait que vous nous aidiez à choisir. Et vous avez choisi du coup l'hôpital psychiatrique. J'ai une trentaine de questions auxquelles elle va répondre petit à petit. Mais d'abord je vais la laisser se présenter. Les présentations. Tout le monde est un petit peu stressé au début, ça va bien se passer. Comment tu t'appelles? Elodie. Ok, quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Ok. Je suis maman de 3 garçons. Suliman, Imran et Isaac. Imran est décédé in utero et c'est ce qui a amené mon séjour en psychiatrie. Ok. C'était la question d'après. Qu'est-ce qui t'a conduit à l'hospitalisation en hôpital psychiatrique? Mais je vois que madame me prend de court. Mais avant ça, je voulais savoir combien de fois est-ce que tu as été en hôpital psychiatrique et quand? Alors j'y ai été alors, 3 fois on va dire. J'ai fait un premier séjour en 2022. C'était toujours lié au décès d'Imran? Ouais. Ok. Ensuite, donc, je suis restée 3 mois. J'ai refait une hospitalisation qui a été très courte parce que l'endroit ne me convenait pas. Donc ça a duré 3 jours. Ok. Et un dernier séjour, du coup, pendant la grossesse d'Isaac en 2023. Et t'es resté combien de temps la dernière fois? 3 mois. Ok, donc t'as fait 2 fois 3 mois et une fois 3 Ouais. jours. Ok. Est-ce que t'avais des appréhensions avant ta première admission? Ah oui. On s'imagine d'être avec des personnes qui sont clairement en marge, en fait. Ouais. On s'attend à être avec des clichés. Ouais. Concrètement, c'est ça, c'est être avec des clichés. Et avant les autres admissions, parce que là t'as eu peur la première fois, mais la deuxième fois et la troisième fois, est-ce que t'avais les mêmes appréhensions? Est-ce que t'avais d'autres appréhensions? D'autres appréhensions liées à ce qui s'était passé avec la première hospitalisation, Ok. mais plus celle de je vais être avec des toxicomanes comme on voit à la télé, Enfin, ça non. Ok. Est-ce que tu veux nous parler de la différence entre les 3 hospitalisations que t'as fait? C'est-à-dire. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu 3 hospitalisations différentes? Parce que là, on sait que t'as fait 3 hospites différentes, alors moi je sais, mais qu'est-ce qui a... Pourquoi la première, t'avais telles appréhensions? La deuxième, pourquoi est-ce qu'elle a duré que 3 jours? Enfin, parle-nous un peu plus en détail, t'as le droit de répondre aux questions plus longuement, vraiment, t'as le droit de parler, t'inquiète. La première hospitalisation, faut savoir que j'étais dans le mal. J'ai demandé à être hospitalisée parce que j'étais en fauteuil roulant, j'arrivais plus à parler. C'était une question que j'allais te poser aussi, est-ce que c'était vraiment... est-ce que l'hospitalisation a été consentie? Est-ce que c'est venu complètement de toi ou est-ce que c'est des médecins qui te l'ont suggéré et t'as Alors on me l'a accepté? suggéré. Ouais. On me l'a suggéré et j'ai pas réfléchi une seule seconde et j'ai dit oui. Ok. C'est juste sur le lieu où j'étais assez exigeante. Ok. La première hospitalisation, donc, j'étais vraiment dans le mal. Et en psychiatrie, on est fragile. Hein. Si on est en psychiatrie, c'est qu'on est fragile pour une raison ou pour une autre. Et je me suis laissée... je saurais pas dire le terme qui convient le mieux. Emporté, influencé. Influencée, ouais. Parce que j'avais manipulé en tête, mais non, c'est influencé parce qu'on n'a pas voulu me manipuler. J'étais faible et j'ai choisi la facilité. Je veux bien qu'on coupe. Non, mais ça, on s'en fout. Si tu bégayes, si tu cherches tes mots, c'est pas un souci. Tant que t'es naturel, y a pas d'angoisse là-dessus, t'inquiète. Hein. Est-ce que tu peux nous différencier chaque hospitalisation Ensuite, j'ai demandé à y retourner parce que j'ai appris que j'étais enceinte et que j'étais pas du tout stabilisée. Le seul établissement qui était disponible, où il y avait une place de disponible, c'était un hôpital public. Donc Cadillac, pour ceux qui connaîtront, c'est très réputé quand même un petit peu partout en France. Ok, comme étant pas ouf? Ouais. Ok. Ouais. Une mauvaise réputation qui le précède, quoi. Et ça s'est évidemment très mal passé. J'ai découvert la psychiatrie comme on l'imagine en fait. Ouais, la psychiatrie dans les films, quoi. Ouais. La prison, l'endroit où les gens... En fait, c'est une salle d'attente là-bas. Ok. On en parlera sûrement tout à l'heure, mais Ouais. c'est une salle d'attente. Donc je suis vite partie. Et la dernière, donc j'ai redemandé dans la clinique où j'avais été la première fois. Et c'est là que vraiment j'ai été aidée parce que j'avais réellement envie d'être aidée. Ouais, ok. Si je note pas, j'oublie. Ok, donc t'as eu des appréhensions avant chaque hospitalisation, elles ont toutes été assez différentes. Combien il y a eu de temps entre la première hospitalisation et la dernière?
Parce que la première, c'était en 2022, c'est ça? Ouais. Et la dernière, c'était 2023? Ouais, donc il y a eu un an. Un an? Quasiment un an parce que j'ai pas été à la même période. La première, j'y ai été l'hiver et la deuxième, j'y ai été l'été. Ok, d'accord. Et comment est-ce que tes proches, ils ont réagi à ton hospitalisation? Je sais qu'à l'époque, t'étais encore mariée. Alors, mon ex, du coup, pour lui, c'était une très bonne idée. Ok. J'avais clairement besoin d'aide, il le voyait, tout le monde Donc le t'avais du voyait. soutien de ce côté-là? Ouais. Après, c'est ma famille qui a eu un peu de mal, ma famille, mes frères, sœurs, etc. Parce qu'on est d'une famille où on déballe pas ses problèmes Ouais. et on va encore moins se faire aider pour... non. Mais ça, j'ai l'impression que c'est très générationnel aussi. De... Les gens de notre âge ont grandi dans des familles comme ça. Nos Oui, enfants bah. grandiront pas dans des familles comme ça, avec autant de tabous autour Fallait des garder émotions. le silence et Ouais. surtout pas montrer que ça se passe Oui, il comme fallait ça. faire croire que tout allait bien, et puis... Tu souris, tu lèves la tête et tu continues et puis tu souffres en silence, quoi. Et on t'a dit de pas y aller? Non. Non? Non, non, on a dit que c'était stupide, on a dit que c'était débile, que j'exagérais, que ça c'était servait pas à rien. grave, que... Ouais. J'ai eu des mots du style, ouais, de toute façon, elle en fait tout un foin, c'est pas comme si elle l'avait connu, donc elle exagère d'aller là-bas pour ça. Enfin, Ouais, ça c'est vraiment par rapport au deuil périnatal et à la part Ouais. de ton fils, quoi. Parce que moi je sais que... Enfin moi je sais, non. Tu t'as perdu Imran et il y a eu un certain temps avant que tu sois hospitalisée ou pas? un mois. Un mois? Ils ont pris le truc hyper rapidement, ouais. Ok, donc ça c'est bien. Ça a été fait en accéléré au vu de mon état, en fait. Ouais. Parce que j'étais en fauteuil roulant, je parlais pas, enfin... Et hormis le physique, donc le fait que tu parlais pas, le fait que tu n'arrives plus à marcher, il y avait... C'était quoi les signes alarmants? C'est quoi qui a fait dire là faut que j'aille que j'aille me faire hospitaliser, ou que les autres te disent faut que tu te fasses hospitaliser? J'avais plus envie de vivre. Ouais. J'avais plus envie de vivre, j'avais pas envie de m'occuper non plus de mon fils. Donc de Suleiman. J'avais plus tout à rien faire, je restais dans mon lit, Juste, je voulais mourir, en fait. Je voulais Ouais. pas mourir à proprement parler, je voulais que ça s'arrête. Tu voulais arrêter de vivre? Je voulais que la douleur s'arrête. Ouais. Et le moyen le plus efficace pour que la douleur s'arrête, c'est... Ce que j'aimais bien dire à ce moment-là, c'est j'aimerais m'endormir. Mais Ouais. juste dormir, tu vois. Donc on sait très bien que quand quelqu'un dit ça, Bien sûr. il a envie de mourir. Mais c'est pas vraiment le terme, ça. C'est des... Est-ce que t'as fait des tentatives de suicide à cette période? Non. C'est pas quelque chose qui... Me laisser mourir. Ouais. Ne pas m'occuper de moi, ne pas me laver, ne pas me nourrir, oui. Faire une tentative de suicide directement, que ce soit avec des médicaments ou toute autre technique Ouais. qu'il puisse y avoir. Non, ça a jamais été... Non. Parce qu'il y a des gens chez qui c'est très présent, la tentative de suicide, et d'autres chez qui ça le sera jamais, tu vois. Je pense que c'est... Après, t'as vu, j'avais un peu le conflit aussi du... j'ai un enfant. Ouais. Tu vois, j'avais ce... Je pense que s'il n'y avait pas eu Suleiman, et je pense encore au jour d'aujourd'hui, hein, alors que je vais mieux, s'il n'y avait pas eu Suleiman à cette période-là, je pense que j'aurais pas cherché et que ouais, je me serais suicidée. Ouais. J'aurais même pas essayé de parler à qui que ce soit, j'aurais été quelque part et je me serais foutu en l'air. Ouais, je comprends. Mais il y avait ce conflit du je peux pas faire ça en fait, parce que mon enfant, il va m'en vouloir. Il Ouais. va en vouloir un cadavre parce que je serai plus là, mais Bien il va sûr. m'en vouloir et j'ai pas envie de ça. Et puis j'ai pas envie qu'ils se disent elle m'a abandonnée. Ouais, je comprends. Ça a été la raison de mon combat en fait, ça a été lui. Ouais, tout était pour... C'était ta... Je l'ai pas fait pour moi, ça a été lui. C'est... Ouais, c'est le... Mais chez beaucoup de parents, l'enfant, c'est le moteur. Clairement. C'est vraiment la lumière au bout du tunnel, quoi. Si on avance, c'est vraiment pour son enfant, quoi. Et après les autres hospitalisations, tes proches, ils te suivaient aussi? Ils étaient aussi... ton ex, il était aussi ok pour... Ouais. Ouais, Et la famille était plus compréhensif. ouais. Était plus compréhensif. Parce que peut-être ils ont vu que la première avait été efficace. Elle a Oui, ouais. pas bon. été très efficace la première. Oui. En tout cas, d'un côté, si. J'en suis ressortie dans un état différent, mais en tout cas plus vivante que quand j'en suis rentrée, quoi. Ouais, je vois. Et ça ressemble à quoi une journée typique en hôpital psychiatrique? Alors ça dépend de l'établissement, on va dire dans le privé, donc l'établissement dans lequel Ouais, c'est là où t'as je passé me le suis plus de épanouie, temps, entre ouais, guillemets. ouais. Déjà, il y a pas vraiment de journée type parce qu'on s'adapte aux patients. Mais il y a quand même il y a les médicaments qui sont à 9h. À 9h, tu dois être devant l'infirmerie pour ton traitement. À défaut d'avoir un traitement, Donc c'est vrai, ça, vous faites la queue devant l'infirmerie pour prendre vos cachets tous en même temps. C'est l'endroit des potins.
Ok. C'est le lieu des potins, c'est le lieu des embrouilles. Et combien vous êtes en hôpital psychiatrique là? Combien vous étiez toi dans ton... Parce qu'il y a plusieurs unités, il y a plusieurs spécialités. Alors, il n'y a pas plusieurs unités. Ça, c'est plus dans le privé. Dans le public, tu veux dire? Oui, dans le public, pardon. Ok. Non, mais pas de souci. Dans le privé, non, on n'a qu'une seule... donc, on fonctionnait par secteur, donc t'avais le niveau 1 et le niveau 2. Ok. Mais j'aurais très bien pu être au niveau 1, ça changeait rien. Ouais. Ce qui va changer en fonction du patient, c'est comment on va être surveillé. Ok. On n'est pas tous logés à la même enseigne, dans le sens où moi j'avais une copine, elle n'avait pas ses rasoirs. Ouais. Moi j'avais mes rasoirs. T'as les clés de ta chambre, tu peux fermer ta chambre à clé. T'es seule dans ta chambre? Ça dépend de ta mutuelle. Ok. Ça dépend si t'as de l'argent ou pas. Hein, Ouais, parce que ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais ça a un coût. Combien ça coûte de se faire hospitaliser en hôpital psychiatrique? Une journée, la chambre, donc moi j'étais dans une chambre seule, c'était 40 € par jour. C'est un certain coût. Ouais. Surtout sur 3 mois. Oui. Et ça, ta mutuelle, elle a pris en charge? Ma mutuelle l'a pris en charge parce que j'avais une très bonne mutuelle à ce moment-là, ce qui n'est plus Ouais. le cas maintenant. Là, si demain je retourne en psychiatrie, je suis dans le public. Hein. Clairement, j'ai pas les moyens du privé. Ouais. Ok. Et ouais, du coup, la journée type, tu vas chercher tes médocs à 9h. À 9h, tu vas chercher tes médicaments. Après, t'as le psychiatre qui passe en chambre. Donc Ouais. entre 9h et midi, Ok. tu dois l'attendre dans ta chambre. Bon, moi, souvent, je ne l'attendais absolument pas. Parce que t'avais la flemme, parce que t'avais autre chose à faire, parce que tu voulais pas le voir. Je passais beaucoup de temps à fumer en fait dehors, donc Ouais. et puis il y a un moment où je le fuyais aussi, j'avais pas très envie de le voir parce Ouais. que ça me saoulait. Tous les jours, le psychiatre? Tous les jours. Putain, c'est... Tous les jours, il vient te voir, tous les jours, il te demande comment s'est passée la nuit, qu'est-ce que t'envisages pour la suite, quels sont tes projets, enfin, est-ce que t'as fait des activités Ça doit être hyper redondant. Oui, ouais, il y a des moments où en fait t'as rien de plus à lui dire que la semaine dernière, Bah ouais, donc que hier, avant-hier, Ouais, avant-hier. bah ouais, carrément. Et c'est tous les jours, donc du lundi au lundi. C'est-à-dire que même le week-end, si ton psychiatre n'est pas là, parce que chacun a un psychiatre, c'est toujours le même, mais si ton psychiatre il est pas là, t'as un psychiatre de garde. Ok. Donc Tous les jours, il y a quelqu'un qui vient te voir. tous les jours, Ok. sans exception. Et après ça, qu'est-ce que tu fais? Donc après, une fois que t'as vu ton psychiatre, tu peux vagabonder à tes activités. Il y a des activités qui sont proposées. Hein. Tu peux faire du sport, tu peux faire de l'ergothérapie, tu peux faire les respirations. Là, je ne sais plus La quoi ça s'appelle. sophrologie? Non, La méditation? non. Ah, c'est peut-être la sophro en fait. Si, je pense que c'est la sophro. Je crois que c'est la sophro, ouais, t'as raison. Ouais, je sais tout, moi. T'as la musicothérapie. Ouais. De mémoire, c'est tout ce qu'il y avait de pro... Non, bah non, je dis des bêtises. Il y a l'écriture. L'écriture... Et ça, c'est des ateliers qu'il y avait tout au long de la journée auxquels tu pouvais aller. T'as un des peu, horaires. T'as des horaires, il faut t'inscrire parce que bah, pour beaucoup d'ateliers, en fait, ils sont très demandés. Ouais. À part le sport, où vraiment c'était tous les matins et tu pouvais y aller comme ça. Après, les autres ateliers, ils étaient demandés, donc Ouais. fallait te lever tôt et courir sur les fiches pour t'inscrire, sinon tu l'avais dans l'os. Et vous étiez combien du coup? Je sais plus si je te l'ai demandé. Alors, je sais pas du tout, on était combien? On était Mais est-ce que beaucoup. vous aviez l'air d'être une cinquantaine, une centaine, un millier? Non, je pense qu'on est sur une centaine Ouais. de patients. Ouais. Ok. Après, le privé, il y a moins de patients que dans le public. Bah, c'est comme une Oui, clinique oui, bah, bien sûr, et c'est forcément. classique. Quoi. Ouais, clairement. Mais là, on parle de ce que toi, t'as vécu. Bah, j'ai vécu les deux. Oui, bien sûr. Forcément. Et j'ai deux questions là que j'ai notées après coup. Déjà, est-ce que t'arrives le premier jour à l'hospitalisation, on te met sous traitement direct? C'est-à-dire que le lendemain matin, tu te réveilles, t'es déjà à l'infirmerie à 9h pour récupérer tes cachets? Non. Alors, oui et non. En fait, le traitement, on te le propose. Ouais. Ça, c'est une idée reçue aussi que tous les patients en psychiatrie sont cachetonnés, c'est faux. Ouais, il y en a qui n'ont pas de traitement. Parce que tu peux très bien ne pas avoir de traitement. Moi, j'ai pas eu de traitement un peu plus du premier mois. Ok. Un peu plus, pas 2 mois, mais un peu plus d'1 mois. Parce que je le refusais catégoriquement. En fait, j'avais pas envie. Déjà, j'avais une peur panique de la dépendance. Ok. Je le savais pas à ce moment-là, mais j'avais raison d'avoir peur. Ouais. Donc, le psychiatre, hein, tous les jours, m'en reparlait. Ok. Et il me disait que ce serait bien que je prenne un traitement. Et moi, je campais sur mes positions. Et tous les jours, c'était la même chose qui se répétait. Et qu'est-ce qui t'emmène à accepter le traitement? Parce que je vois que je vais mal. Que malgré que les jours y passent, j'ai qu'une envie, en fait, c'est d'enlever leur sécurité à la fenêtre et de sauter par la fenêtre, quoi. Ouais. Donc Y a à un rien qui moment change. donné, non.
Non, et puis moi, les premiers temps, je suis restée enfermée dans... Enfin, restée enfermée dans ma chambre dans le sens où je faisais pas d'activité, je ne mangeais pas dans le self, donc je mangeais toute seule devant Netflix dans ma chambre. Je sortais, je fumais, j'évitais les autres au maximum. J'ai mis du temps avant de me mêler aux autres aussi. Parce que bah, t'as les idées reçues, hein, tu sais, t'as peur des autres, tu sais pas pourquoi ils sont là, puis t'es dans ton mal aussi, donc tu t'en fous un Ouais, peu, hein, clairement. c'est... Clairement. Et attends, je te laisse boire tranquille. Et du coup, là, je passe très vite sur ce qui s'est passé et on en reparlera après. Pourquoi la deuxième hospitalisation? Parce que j'allais pas bien, dans le sens où quand je suis sortie de psychiatrie, il s'est passé des choses, on en reviendra tout à Ouais, l'heure ouais, de ouais. toute façon. Et j'ai appris que j'étais enceinte d'Isaac, qui Ah oui, était... c'est vrai. Putain, c'était parce que c'était à cause de ça. c'était absolument J'avais pas oublié. calculé. Ouais, ouais, ouais. Donc moi, j'étais dans plusieurs dépendances à ce moment-là. J'attendais un bébé, je savais pas si je voulais avorter, si je voulais le garder, si... Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais être capable de m'en occuper? Est-ce que je vais faire un effet, Ouais. une projection et le traiter comme si c'était Imran alors que c'est une personne à part entière? Enfin, dans ma tête, c'était le bordel. Oui, je me souviens qu'on en avait beaucoup parlé de ça. Mais clairement, le bordel, et je me suis dit que la seule solution, en fait, c'était d'aller quelque part déjà où je pouvais me concentrer sur moi. Ouais. Parce que bah, à la maison, j'avais Suleiman, j'avais Laurent, on était dans la rupture, c'était un Ouais, petit ouais, peu ouais. tendu. Il y avait mon neveu aussi qui vivait avec Oui, nous. c'est vrai. Ça faisait beaucoup. Ma mère qui passait tous les jours à la maison, j'avais besoin d'être seule et de vraiment réfléchir. Ouais. Et tes proches, là non plus, ils ont pas voulu choisir à ta place? Non. Et c'est peut-être pas une question qui se pose, mais t'as eu beaucoup de doutes par rapport à Isaac. Est-ce que là, tes proches, ils ont voulu intervenir? Non, même ma mère, quand je lui parlais des hésitations par rapport à l'avortement, même elle qui est anti-avortement, hein, je me comprends, on prend des gros guillemets là-dessus parce Oui, que... bah si elle avorterait pas, quoi. Voilà. Oui, Et elle s'imagine pas une de ses filles avorter. ouais. Euh, il n'empêche qu'elle m'a pas dit quoi faire. Ouais, Là où il y a eu des avis de données en soum-soum un peu, tu sais, de manière indirecte, ça a été le pédiatre de l'hôpital. ouais. Le pédiatre de l'hôpital qui m'a clairement fait comprendre que j'étais une tox et qu'il fallait que j'avorte. Ok. Bon, mais ça, c'est le personnel médical, on s'en fout, c'est des cons. Classique. Basique. C'est qui les personnels qui s'occupent de toi? À part le psychiatre, qui est-ce qui s'occupe de toi? Qui est à l'hôpital? Qui sont les soignants? Qu'est-ce qu'ils font? Alors ça va être les infirmiers. Ok, On voit plus les infirmiers que le psychiatre. Le ok. psychiatre, on le voit une fois par jour. Les infirmiers, ils sont vraiment là, en théorie. Ça dépend lesquels, hein, toujours. Ils vont être là si t'as un coup de blues, t'as besoin de parler, tu peux demander à les voir à n'importe quel moment de la journée, ils sont toujours dans leur bureau. Ok, Si t'as besoin de leur parler, d'être dehors pour leur parler, bah, ils viennent se promener avec toi dans le parc. Euh, on va dire que c'est les personnes de confiance quand t'es en psychiatrie. ouais. Et après, il y a les intervenants. Parce que ceux qui viennent faire les activités, que ce soit le sport, l'ergothérapie, etc., ce sont des intervenants extérieurs. Ok, Et eux, c'est pareil, c'est souvent des personnes de confiance avec qui on passe beaucoup de temps et qui regardent ce qu'on fait, qui apprennent à communiquer avec nous, qui apprennent comment on communique aussi. tu sens qu'il y a un vrai suivi? Ouais, ouais, ouais. Après, bien sûr, comme tout lieu de vie, bah, t'as plus ou moins d'affinité avec certains. Bien sûr. Et puis, comme dans tous les hôpitaux, même classiques, hein, il y en a qui se prennent un peu plus leur travail à cœur que d'autres. Et Oui, qui ouais, sont ça. plus humains que d'autres. Après, il y a des cons partout, hein. Et du coup, ça rebondit sur l'autre question, c'est quoi tes relations avec le personnel? Est-ce que tu leur fais confiance? Est-ce que t'en as peur? Est-ce que ça évolue? Ça évolue forcément, je me doute, hein, mais... Alors moi, alors de base, je suis quelqu'un d'assez fermé quand même. Je m'ouvre pas facilement. Euh, à part avec un certain nombre d'humains que je choisis. Ouais, Mais mon psychiatre, j'ai jamais vraiment parlé avec lui. ouais, Genre vraiment, c'est quelque chose que je regrette d'un côté. Mais j'ai jamais vraiment été 100% honnête avec lui sur mes pensées. Au début, je suis restée dans le mutisme pendant bien un mois. ouais. Mais totalement, en Mais fait. parce que tu parlais pas à cette époque-là. Alors, j'aurais pu, hein. Ouais, Mais j'avais rien à lui dire, en fait. Donc même quand il me posait des questions, je lui répondais pas spécialement. Je voyais pas l'intérêt, en fait. Et puis ces questions, elles tournaient en boucle aussi, donc je voyais pas l'intérêt de lui répondre.
C'est tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Ou le tu te sens comment? Bah, je me sens comme quelqu'un qui a envie de crever, tu veux que je te dise quoi de plus? Ouais. Mais la réponse, elle convient pas. Eux, ils ont besoin de plus, ils ont besoin de travailler sur plus. Donc pendant un temps, il avait trouvé la solution pour travailler avec moi, c'est qu'il regardait mes aquarelles. Donc tous les jours, il venait voir mes dessins, il me demandait si j'avais écrit, et du coup, il travaillait avec moi comme ça. Après, t'as senti quand même qu'il y avait une adaptation de sa part, il a pas juste... oui, il s'adapte. Par contre, il s'adapte très bien à comment tu fonctionnes. Enfin, il m'a cerné très rapidement, il a bien cerné que je ne lui dirais rien et que je serais toujours vague dans mes réponses. Je dirais jamais... il peut creuser autant qu'il veut, il trouvera rien, quoi. Et il y avait des psychologues ou il y avait que le psychiatre? Il y avait psychologue aussi, on pouvait voir psychologue. Moi, j'ai jamais demandé à voir. Ok. Mais effectivement, il y avait... en fait, c'est tout un système, tout un milieu de vie. Hein. On a le médecin traitant qui est à l'intérieur. On a des kinés. Enfin, c'est vraiment un... Ouais, il y a tout. Ouais, c'est un petit village, entre guillemets, tu vois. Je comprends complètement. Et il a ses fonctionnements et... Même les secrétaires font partie du truc, quoi. Ouais, c'est un microcosme total. Ouais. Et tu retrouves des personnels à ta deuxième hospitalisation que t'as connus, que t'as aimé peut-être, tu sais, dans le sens en qui t'avais c'était confiance. les mêmes, C'était les mêmes. Et la deuxième fois, comme j'étais plus volontaire, on va dire. Ouais. Déjà, ce qui est bien, c'est que quand tu y retournes, t'as le même psychiatre référent. Ah, ça c'est bien. Il n'y a pas de changement. Donc, quand t'as un trouble anxieux ou ce genre de truc, nickel. Ouais. T'as pas cette appréhension de qui je vais avoir. Et la deuxième hospice, je me suis plus ouverte. Mais en particulier à une infirmière, je ne me rappelle plus de son nom. Mais elle était vraiment douce. Et là, j'ai commencé à m'ouvrir, mais qu'avec l'infirmière. Toujours pas avec le psychiatre. Ouais. Mais de toute façon, eux, ils font le lien. Oui, voilà, j'allais dire, l'infirmière, elle reportait forcément tes réponses. Ils font les transmissions le matin et tout se dit. Donc lui, il savait. Parce qu'il me disait, oui, vous prendrez rendez-vous avec l'infirmière. Et puis, je voyais l'infirmière et je parlais à l'infirmière. Mais c'est bien, du coup. Ouais. C'est hyper personnalisé, c'est... Ah, ils font en fonction de toi. Hein. De toute façon, ils sont obligés de travailler avec toi. Bah, ils peuvent pas faire le truc tout seul. Ouais, clairement. Mais c'est là, je pense qu'on voit la différence entre le privé et le public aussi, peut-être. Oui. Parce que le public, ils sont là, comme tu disais, c'est une salle d'attente, ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Ils sont là pour t'empêcher de te suicider, et puis c'est tout, quoi. Oui, et puis le public, je sais pas si t'as prévu d'y revenir après, ou si j'en parle maintenant. Non, mais vas-y, parle. Mais le public, donc déjà, on est vraiment dans une salle d'attente. Il n'y a pas d'activité de proposer. Ok. Il y a des patients qui sont là depuis 5 ans, 6 ans. Et quand je suis arrivée, la première chose qui m'a frappée, c'est que t'as un long couloir et t'as des dessins comme ça au mur partout. C'est les patients qui les ont faits. Mais ce genre de dessin, vraiment, vraiment des dessins enfantins, quoi. J'arrive dans ce qu'ils appellent le salon, donc c'est une pièce qui doit faire 4 fois celle-ci. Hein. On est vraiment sur une petite pièce. Et là, t'avais des patients qui étaient vraiment... donc t'en avais qui se balançaient sur eux-mêmes. T'en avais qui parlaient à un mur. Là, j'ai eu peur. Là, je me suis dit... La première pensée qui m'est venue, c'est je suis pas à ma place ici. Mais vraiment, je suis pas à ma place ici. Et puis à 4h, c'est l'heure des petits gâteaux et du thé. T'es infantilisé là-bas même. C'est limite de l'EHPAD, quoi. Ouais, t'es infantilisé, tu fais rien. C'est pour ça que je leur disais que c'est une salle d'attente. Vraiment, c'est horrible. T'arrives dans ta chambre, la chambre, elle est glauque. Vraiment, elle est glauque. Hein. C'est des murs sales, défraîchis, un lit... Vraiment, c'est ce que tu vois dans les films. Hein. C'est ce que tu vois dans les films. Et puis t'arrives, on t'ouvre ta valise, on fouille tes affaires, on prend tes palettes à maquillage, parce qu'il y a des miroirs. On te prend tes rasoirs, on te prend tes chargeurs, on veut te prendre ton téléphone. Ils ont jamais réussi à me le prendre. Hein. J'ai pété une crise, honnêtement, j'ai passé pour une hystérique, mais j'ai pété une crise, on m'a pas pris mon chargeur, on m'a pas pris mon téléphone. On te prend lisseur, tout ce qui potentiellement pourrait servir à te faire du mal. Est-ce que c'est vrai que dans ces hôpitaux-là, il n'y a pas de tuyau de douche? Non, il n'y en a pas. Même dans le privé. Il faut une ordonnance du psychiatre pour en avoir un. Ok. Dans le public, même avec une ordonnance, ça n'existe pas, tu n'en as pas. Mais dans le privé, il n'y en a pas jusqu'à ce que tu aies l'ordonnance et qu'on vienne t'en installer. Donc c'est les douches, genre comme aux États-Unis, t'as le truc qui tombe comme la piscine, quoi. Ouais, c'est atroce. J'imagine, putain, il y a des endroits pour se laver, faut que l'eau elle bouge, quoi. Et j'ai dû demander plusieurs fois au psychiatre pour que l'ordonnance soit transmise pour que je puisse avoir ton tuyau. Mon tuyau. Oh, punaise. Ça, c'est le genre de trucs qui sont marquants. C'est comme on a tendance à croire qu'il y a beaucoup de contention en hôpital psychiatrique. Des gens qui sont attachés, qui sont les camisoles, tout ça, qui sont mis dans des chambres d'isolement. Ça existe dans le public. Ouais, pas dans le privé. Dans le privé, en tout cas, là où j'étais, il n'y a pas.
Ouais. Parce que là-bas, ça fonctionne vraiment sur la confiance, c'est-à-dire que à partir d'un certain stade, tu peux même sortir te promener dans la ville. Ouais. Après qu'ils t'aient observé, qu'ils aient vu qu'on te fait confiance, on te laisse sortir quelques heures. Après, tu as des permissions de week-end, tu peux rentrer chez toi, dormir chez toi. Par contre, dans le public, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et on te menace de te mettre à l'isolement pour un oui, pour un non, si tu ouvres trop ta bouche, quoi. Ouais, dans le public, t'es en prison en fait. Ouais. Et dis-toi, on était en été. J'avais mis une tunique qui est ouverte en fait tout le long Ouais. et elle s'arrête au niveau des hanches, hein, donc Ouais, on ouais. voit pas la poitrine ou quoi, avec un mini short. Donc on est en été, il fait 40 degrés, j'ai un mini short. On m'a dit que pour ma propre sécurité, on ne pouvait pas me laisser habiller comme ça. Donc moi, la question qui m'a percutée à ce moment-là, c'est pourquoi on me met moi dans un établissement comme ça si je n'y suis pas en sécurité. Bah ouais. C'est pareil, les portes ne ferment pas à clé. Ouais. Dans le public, il n'y a pas de porte qui ferme à clé. T'as aucune intimité. Si le soignant veut rentrer pendant que tu te douches, le soignant rentre pendant que tu te douches. Parce que même dans ta salle de bain, tu n'as pas de verrou. Ouais, c'est terrible. C'est... Et ils t'ont laissé sortir facilement? Tu leur as dit je veux pas rester ici, ils Non. sont pas opposés? Non, ça a été très compliqué. Il a fait que ma mère vienne signer une décharge et se porte garante. Ok. En fait... En Donc, mode si votre fille elle se fout en l'air, c'est pas de notre faute quoi. voilà. Moi, j'étais en hospitalisation libre. Ce qui veut dire que c'est moi qui ai fait la demande. Donc, je peux sortir à n'importe quel moment. Ouais. Sauf que quand ils m'ont vu taper une crise... Alors, taper une crise, hein. J'ai tapé une crise pour les conditions de vie. En fait, ça a été trop. Je sais plus ce que je voulais faire. Je crois que je voulais profiter de... En fait, devant l'hôpital, il y avait un immense étendue d'herbe. Ouais. Il faisait chaud, c'était l'été. Le jardin de la psychiatrie était ridiculement petit. Ils étaient les uns sur les autres. C'était du béton. Moi, j'avais juste une envie, en fait, c'était de me coucher dans l'herbe. Ouais, tu m'étonnes. Et ils n'ont pas voulu me laisser sortir. J'ai tapé une crise. Et puis là, j'ai tout lâché, hein. J'ai dit que ici, c'était une salle d'attente, que c'était une honte, qu'il n'y avait aucune activité thérapeutique. Je ne vois pas comment je peux guérir dans un environnement comme ça. Que les gens qui étaient dans cet état-là, donc ceux qui se balançaient sur eux-mêmes, qui parlaient à des murs, etc., ils étaient comme ça à cause d'eux. Ouais. Parce qu'il n'y a rien pour les aider, à part leur donner leur cacheton et leur petit gâteau à 4 heures. Et apparemment, les vérités, ça n'a pas pu. Et dans cet établissement-là, on a voulu te donner des cachets aussi? J'étais déjà sous traitement. Ouais. Donc j'avais déjà mon traitement, en fait, qui était... Mais ils ont gardé le traitement que t'avais de base. Ouais. Ils ont pas voulu changer ton traitement ou... Non, ils ont gardé le traitement de base. Et ce qui s'est passé donc après ça, c'est que j'ai été convoquée dans le bureau du psychiatre. C'est pareil, là-bas, le psychiatre ne te voit pas seul. Il y a toujours une infirmière qui est présente et qui est derrière toi. Ok. Au cas où que tu voudrais tuer le psychiatre, j'en sais rien. Parce qu'on est quand même sur des établissements qui accueillent des pathologies graves. Ouais, j'allais dire, est-ce que les gens sont dangereux dans le public et peut-être moins dans le privé? Ouais. Parce qu'il y a des pathologies psy qui On n'est rendent pas sur les dangereux, mêmes bien sûr. pathologies. Ouais. Dans le privé, tu vas plutôt croiser des gens très tristes, Ouais. ou des bipolaires, des borderline, etc., mais qui sont quand même assez stabilisés, ou en tout cas qui sont pas un danger pour les autres. Ouais. Si t'es trop dangereux pour les autres ou pour toi-même, on te met dans le public, dans un établissement qui est très fermé. Ça n'existe pas, le privé, pour les personnes qui ont une lourde pathologie qui les rend dangereux. En tout cas, pas à ma connaissance. Ouais. Pas à ma connaissance. Peut-être certains établissements qui ont un double secteur. Ouais. En tout cas, à ma connaissance, non. Et je ne sais plus où j'en étais. Que t'étais dans le bureau du psychiatre et que Voilà. y avait toujours une infirmière avec toi. Et à ce moment-là, en fait, il m'a dit que là, s'il voulait, il me mettait en hospitalisation forcée et donc que je passerais directement à l'hôpital Cadillac. Parce qu'il faut savoir que Cadillac a plusieurs hôpitaux répartis un petit peu partout dans la Gironde. Donc je crois qu'ils en ont 3. Et le grand hôpital de Cadillac, donc c'est là où aussi on a la prison psychiatrique. Ok. Donc c'est les cas les plus graves. Et quand tu es en hospitalisation forcée, tu es là-bas. Parce que tu n'as vraiment aucune possibilité d'en sortir, en fait. Ouais. Et on a voulu me mettre là-bas. Sauf que j'ai quand même cette chance de connaître mes droits. Ouais. Donc j'ai exigé d'appeler un proche, j'ai appelé ma mère. Ma mère étant responsable légale, même si je suis majeure, j'ai eu cette chance qu'elle puisse venir me sortir de là. Ta mère reste responsable légale de toi parce que c'est ta mère ou parce que tu as eu des antécédents psy? Non, parce que c'est ma mère. D'accord, donc moi aujourd'hui ma mère est mon responsable légal. Si t'arrive quelque chose auquel tu n'es pas en mesure de prendre une décision, vu que tu n'es pas mariée, c'est ta mère. Ok, parce que toi t'étais pas mariée à la mairie, donc... Ouais. Ok. Donc Laurent n'avait pas son mot à dire en fait. Donc la seule personne qui pouvait me sortir de cette situation, c'était ma mère. Et bien sûr, ma mère, elle a pas hésité une seule seconde, hein. Elle s'est même engueulée avec eux. Mais c'est une question qui est hyper problématique entre guillemets, enfin t'as plus de parents, tu fais quoi? Alors là, c'est une très bonne question. Je sais pas. C'est ouf. Je sais pas du tout.
Je sais pas comment ça se passe même pour les orphelins. Hein. Bah ouais, c'est ça. Parce qu'il y en a, ils ont jamais eu ni maman ni papa. Bah oui. Moi, j'avais cette chance d'avoir maman. En tout Ouais. cas, qui m'a sorti de là, quoi. Donc c'est ta mère qui a dû batailler pour que tu sortes, qui a dû donner son accord. Ouais, Ouais. t'étais une enfant, quoi. Bah, de toute façon, dans le public, t'es très infantilisé. Hein. C'est terrible. C'est prends tes médicaments, tiens, je te mets les dessins animés. À ce moment-là, je faisais des miniatures. Et pour faire mes miniatures, forcément, quand tu fais des miniatures, t'as besoin de cutter, t'as besoin de colle, etc. Bah, il fallait que je demande l'autorisation pour pouvoir y avoir accès. Et il fallait qu'une infirmière reste à côté de moi pendant que je le fasse. Oh l'angoisse. T'es là, tu fais un truc créatif, on te regarde la par-dessus l'épaule. Ouais. Mais même le dessin, tout ce qui nécessite un outil, en fait. Wow. Genre même mon maquillage, si je voulais me maquiller, il fallait que l'infirmière soit dans la chambre. Question con, t'as fait chier avec tes piercings? Non. Non, y a pas de... Parce Non. qu'ils sont tellement à l'ouest que peut-être, tu sais, ils ont des... Non. Tant mieux. Tant mieux. On revient sur l'hôpital privé, là où ça s'est quand même mieux passé. Comment tu crées du lien avec les autres? Parce que tu dis que t'as mis du temps avant de créer du lien avec les autres patients. Comment on se rapproche des autres patients? Bah, j'ai envie de dire, ça dépend de chacun. Ouais, Il y en a, ils vont y aller d'un bonjour, je m'appelle Elodie, et toi, tu vois. ouais. C'est hyper simpliste. En fait, c'est un peu comme tu ferais au travail avec tes collègues, comme tu ferais dans la rue si tu croises quelqu'un. Mais en fait, c'est pas compliqué de créer du lien avec les gens, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est hyper dur, alors qu'effectivement, il suffit de se présenter en fait. Moi, généralement, en fait, les gens que j'ai approchés, c'est faux. Qui m'ont approché. C'est eux qui sont venus. Ouais, parce que moi, jamais, je vais vers quelqu'un. Hein. Même dans la rue, même au travail, même jamais je vais vers quelqu'un. Ça n'arrive pas. Et les gens sont venus vers toi et t'as ouvert la porte. Ouais. On est venu me parler, bah, c'était les premiers qui me parlaient. Ça faisait plus d'un mois que j'étais là, que j'étais seule, mais vraiment seule. Et puis, c'est dur hein, quand même d'être quelque part. T'es loin de ta famille et t'es totalement seule. Enfin, je pense que le premier mois, je l'ai passé à pleurer. Hein. Ouais, Concrètement, le premier mois, j'ai pleuré et pleuré. ouais. Donc, c'est eux qui sont venus vers moi. Et puis, comme ils me parlaient, bah, je me suis petit à petit raccrochée. Et puis, j'ai fait un petit peu la petite censure. Je les ai un peu suivis partout parce que, bah, vas-y, vous êtes mes copains maintenant. Ouais, bah oui, forcément. Je suis toute seule, maintenant, je suis plus toute seule. Ouais. Non, mais c'est un comportement humain, hein. C'est normal. Je veux dire, tu fais pareil à l'école, tu fais pareil au travail. Et j'ai pas cherché à parler à d'autres personnes. Ok, La deuxième fois, j'ai été un peu plus ouverte. ouais. Donc, on est plus facilement venu vers moi. Et je crois même que j'ai été vers une personne ou deux. En fait, le premier jour où je suis arrivée, il y a une fille qui est venue me parler Ok. de ma deuxième hospite. Et c'était son jour de départ. Hein. Mais le fait qu'elle vienne me parler, elle m'a présenté à son groupe. Et dès le premier jour, donc ça s'est fait tout seul, j'ai commencé à parler. Et puis après, j'ai pas hésité à aller vers les autres plutôt facilement. Est-ce que c'est vrai, parce que je vais te demander après quelles étaient les thérapies, comment était le traitement, à quoi ça ressemble, etc. Mais est-ce que les thérapies de groupe, c'est vrai? Genre comme les alcooliques anonymes qu'on Ouais. voit là. Non. Non, il n'y a pas de thérapie de groupe en mode chacun parle de ses trucs. Non. C'était que des trucs solo? Alors, il y a l'écriture. Ouais, Où on va te donner des thèmes et t'écris, etc. Et ensuite, si tu veux, tu peux lire à voix haute ok, et expliquer ton Ok. texte. Mais c'est absolument pas une obligation. ok. Après, honnêtement, hein, l'une des premières questions qu'on te pose en psychiatrie quand on vient de parler, les gens, je parle, hein, les gens qui sont hospitalisés aussi, c'est t'es là pourquoi? Et tu réponds? Tu réponds flou, Ouais, t'essayes de rester flou, mais tu réponds plus ou moins. Mais c'est la question qu'on va te poser, chaque personne qui va venir te parler va te la poser. et qu'est-ce que tu répondais? À part les anciens, Ouais. les plus vieux, parce qu'il y a aussi beaucoup de vieux. Ouais. On n'imagine pas le nombre. Alors quand je dis vieux, désolé. Hein. C'est pas une insulte, vieux, hein, au bout d'un Oui, non, moment, mais justement, c'est pour ça que je m'excuse. On va dire 45 ans jusqu'à plus, tu vois. D'accord. T'en es plus proche que d'autres choses, ma belle. Non, quand même, calme-toi, 45, j'ai du temps. Mais sinon, tout ce qui est les jeunes, que ce soit 18 ans. Il y avait des mineurs avec toi? Alors, il y a des mineurs, mais ils sont pas avec nous. Ok. On est séparés, on n'a pas les mêmes horaires pour aller au self. On n'a pas le même self. Ok, Ils passent, on les voit passer, et puis ils prennent Ok. leur plateau, ils s'en vont, quoi. ok. Oui. Je cherchais mes mots. T'inquiète, cherche tes mots, y a pas de stress. Bah non, en fait, je l'ai plus. Les vieux viennent pas te voir, te posent pas la question. Ouais, ils te posent pas la question. Ils te parlent hyper facilement, hein, par contre. Ouais. Hein. T'es en train de fumer ta clope à côté Mais ils d'eux. savent que c'est indiscret peut-être et ils comprennent qu'il y a peut-être une distance. Je sais pas, je pense que c'est... comme on disait tout à l'heure, il y a je la trouve génération certaines aussi. pudeurs Hein. aussi, ouais. Voilà.
Une certaine pudeur. On n'a pas envie qu'on leur... Ils ont pas envie qu'on leur pose la question, donc ils la posent pas, parce qu'ils savent que sinon ils vont devoir y répondre aussi. Ouais. Puis t'en as, ils sont là aussi, dans les jeunes, hein, je parle, hein. Il y en a, ils sont là pour le spectacle. Hein. Ah ouais? Il y avait une fille... Il y en a qui s'amusent du malheur des autres? Non, il y en a qui font le spectacle avec leur propre malheur. Hein. Il y avait une fille qui montrait des photos de ses scarifications comme si c'était un sujet totalement anodin. Hein. Comme si moi je te parle là de bah tiens, il fait nuit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Vraiment, c'est des choses que je comprenais pas parce que moi j'avais pas très envie de parler de. Ouais. Là, c'est une certaine manière de gérer. Il y en a qui font des appels à l'aide comme ça, qui ont besoin Alors, de l'attention. Pour le coup, elle c'était une drama queen. Oui, non, mais ça existe aussi. Hein. Je me rappelle qu'elle était tombée dans le self, mais vraiment vraiment théâtrale, tu sais, mais comme ça, et je me sens pas bien. Et puis elle était tombée, c'était énorme. J'en pouvais plus, c'était très drôle. Oh, moi je me souviens au collège, il y avait une meuf comme ça qui mettait des stories snap d'elle en train de se mutiler. Donc moi je lui envoie un message en mode qu'est-ce qu'il y a, ça va pas. Je veux pas en parler, bah nique ta mère. C'est le besoin d'attention, c'est pathologique, hein, clairement le besoin d'attention. Ah mais complètement. Et toi tu réponds quoi quand la première personne vient te voir et te dit salut, t'es là pourquoi? La toute première fois, je crois que j'ai répondu je suis triste. Ok. Comme beaucoup de gens, tu vois, ouais. mais on est beaucoup à être triste. Mais je crois que c'est tout ce que j'ai répondu la toute première fois, je crois que c'était ça ma réponse. Et après t'as commencé à répondre d'autres choses? Après, ouais, bah, tu crées des liens. La psychiatrie, c'est un peu comme un univers dans un univers, tu vois. Ouais. Sauf que c'est un univers où on est un peu oublié. Les gens, ils nous oublient, tu vois, nous, quand on est en psychiatrie. Il y a très peu de gens qui viennent te voir. Et le monde continue de tourner, mais toi, t'es à l'arrêt. Ouais. Et t'es à l'arrêt avec plein d'autres gens, donc forcément, tu tisses des liens, et puis vous êtes tous là parce que vous allez mal. Ouais. Donc ça rapproche de dingue. Hein. Bah forcément. Forcément. Qu'est-ce que tu bois? Du fusti. Du fusti. Non mais en mode tu bois beaucoup. Je bois beaucoup. Ok. Et toi, ça t'intéresse que les gens te disent pourquoi ils sont là? Non. Tu veux pas savoir, toi? Non. Honnêtement, je m'en fous. Quand les gens te disent salut, pourquoi t'es là, tu leur dis pas je suis là parce que je suis triste et toi? Non, j'ai jamais renvoyé la question et de toute façon, t'as pas besoin. Ouais. T'as pas besoin parce qu'ils vont te le dire. Oui, bien sûr. Mais je trouve que c'est une question qui est indiscrète. Ouais, donc je me vois pas la poser, je me dis que si la personne elle a envie d'en parler, elle va en parler, mais bien souvent tu vas répondre à leurs questions puis ils vont enchaîner et bah moi c'est pour ça, tu vois. Et ça t'emmerdait quand on te pose la question, toi? Ouais. Genre laisse-moi tranquille, viens on parle d'autre chose, j'ai le psychiatre, j'ai les infirmiers. Et puis suivant les personnes, ils ont pas t'en as qui vont beaucoup tourner en boucle sur ce qui leur arrive, tu vois, ouais. Ce qui leur arrive. Et t'en as qui vont passer vite au... Vas-y, on en parle plus, c'est bon, on s'est dit ce qu'il y avait. Ouais, c'est ça, il y a sûrement deux teams, quoi. Ceux qui ont besoin d'en parler constamment et ceux qui ont besoin de faire comme si ça n'existait pas quand ils sont pas avec le psychiatre. Et... Ouais. Et moi, j'ai pas besoin d'en parler constamment. Ouais. Genre, moi, je le sais déjà, je suis déchirée intérieurement, j'ai pas envie toutes les 2 secondes de devoir me remettre à la surface, tu vois. Non, je comprends complètement. Enfin, même là, ça fait 2 ans. Il y a des moments où j'ai absolument pas envie d'en parler. Enfin, la dernière fois, j'ai amené mon fils chez la psy, elle en a parlé. J'étais pas bien quand je suis sortie, quoi. Ouais. C'est moi qui avais besoin d'une thérapie à ce moment-là. Ouais, mais c'est normal parce que c'est le genre de sujet où quand toi t'en parles, c'est ok. Mais les gens ne comprennent pas que quand toi t'en parles, c'est parce que c'est ok, ça veut pas dire qu'eux peuvent en parler tout le temps. Ouais, c'est ça. Tu vois parce que je suis pas toujours apte à remuer le trauma, quoi, parce que c'est un trauma. Mais oui, moi les gens des fois vont me dire oui, mais t'en as parlé la dernière fois. Oui, la dernière fois, pas aujourd'hui. Parce que je me sentais d'en parler à ce moment-là. La dernière fois j'avais envie d'en parler, aujourd'hui j'ai pas envie d'en parler. C'est pas le genre de sujet que les autres doivent aborder en fait. Ouais. C'est toi qui l'abordes si t'as envie de le faire. C'est ça. Ok. Et c'est quoi les thérapies que vous faites du coup? C'est quoi les thérapies? C'est quoi les traitements? C'est quoi les... Alors c'est quoi les traitements? C'est très dur de répondre à cette question. Non mais dans le sens où comment c'est géré, comment c'est amené. Tu nous as parlé de l'ergothérapie, de l'écriture, de la musicothérapie. Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que t'aimes comme activité, comme traitement, comme thérapie? Alors moi en traitement, j'avais des antidépresseurs et des anxiolytiques. C'est quoi la différence? L'anxiolytique, il va gérer une crise passagère. Donc l'anxiolytique, c'est à prendre de manière ponctuelle? Non, tu peux l'avoir sous traitement récurrent. Ok. Je l'avais sous traitement récurrent, mais tu l'as aussi en si besoin. Ok. L'antidépresseur, il va vraiment agir sur ton... Alors, ça remonte à loin, ça.
Je crois que c'est sur ton système nerveux. Ok. En fait, il va vraiment traiter le cerveau et envoyer de la sérotonine à ton cerveau. En tout cas, moi, mon traitement, c'était la sertraline. Et la sertraline envoie de la sérotonine parce que ton cerveau, quand tu es en dépression, il ne la capte plus correctement. Il y a un bug et la sérotonine ne passe pas. Et tu en as besoin pour être épanoui. Bien sûr. Donc l'antidépresseur, il va servir à inhiber ces parties-là en fait, qui ne fonctionnent plus correctement. Et l'anxiolytique, il va être un peu plus... Il va t'aider à faire passer les angoisses. Souvent, c'est ce qu'on prescrit aux troubles anxieux. Okay. On le prescrit aussi au borderline, au bipolaire, etc. Parce que ça apaise, ça va te calmer. Concrètement, ça va te défoncer. Ouais. Voilà. Oui, on a tendance à dire que c'est quelque chose qui va endormir et tout foutre sous le tapis, en fait. Tout camoufler. Ouais. C'est pour ça que sans antidépresseur, ça n'a aucun intérêt. Ok. Et sans thérapie, de toute façon, ça n'a aucun intérêt, les médicaments. Oui, non, mais bien sûr, tu peux pas juste prendre des médocs, ça sert à rien. Non. Les antidépresseurs, hein, ça fonctionne bien, hein, pour cacher. Ouais. Tu caches, en étant défoncé. Ouais. Et à part ça, tu fais quoi? Toi, tu fais de la musicothérapie, de l'ergothérapie Alors moi, j'ai tout essayé, mais au final, c'est l'ergothérapie. C'est quoi l'ergothérapie? L'ergothérapie, c'est la thérapie par l'occupation. Waouh, j'y étais tellement pas. Depuis tout à l'heure, j'essaie de chercher ce que c'est, parce que, genre, moi, il y a des membres de ma famille qui voient un ergothérapeute. J'étais persuadée que c'était pas du tout ça, quoi, vraiment. C'est par l'occupation, donc c'est une thérapie où tu vas avoir la possibilité de créer plein de choses. Donc tu vas pouvoir peindre, faire de l'aquarelle, faire du pliage, faire du collage. Ça va être de l'activité manuelle, en gros. Ouais. Ok. Ouais. Et ils amènent vraiment un côté thérapie, ou c'est un côté occupe-toi les mains? Je veux dire, est-ce que c'est... Il vient discuter, il passe, il discute avec toi, mais il force pas le truc. T'as pas l'impression d'être à l'hôpital à ce moment-là. Ouais. T'as juste l'impression d'être... Tout ne tourne pas autour du soin. Ils se disent un peu, ça se fera tout seul, ça les occupe, ça fait du bien. Ils sont pas en mode, ah, tu as plié ça dans ce sens-là, c'est parce que tu as le sens... Ouais, d'accord, ok. Non, ça va être vraiment naturel et naturellement, tu vas t'ouvrir à ton ergothérapeute. Ouais. Parce que y a en plus, l'ergothérapeute là-bas, c'est une crème, c'est un amour, vraiment, il est trop drôle, il est trop gentil. Après, la deuxième hospice, il n'y avait plus ergothérapie, c'était art-thérapie. Ça, c'est une horreur. Ah ouais? Tu vois, je pensais que l'art-thérapie, ça me plairait. Et en l'ayant fait, en fait, c'est une horreur. Pourquoi? Parce que c'est protocolaire. Ah ouais? En gros, c'est aujourd'hui, on va faire ça. Ah, chiant. Et moi, j'ai pas envie. Parce que déjà, la seule chose que j'aimais faire, c'était de l'aquarelle. Ouais. Donc, j'ai pas envie que tu me dises, aujourd'hui, on va faire techniques multiples. Aujourd'hui, on va faire de la poterie. Non, j'ai pas envie. Ouais. Moi, je veux faire de l'aquarelle. Ouais, c'était de l'ergothérapie, mais en scolaire, quoi. Art-thérapie. Ouais. On n'est pas sur la même chose. Parce que du coup, on fait que de l'art, mais dicté, quoi. Ouais. Que l'ergothérapie, t'arrivais dans la salle, déjà, la salle, pour quelqu'un qui aime les activités manuelles, c'est la caserne d'Ali Baba. Ouais, il y a tout. T'es là en mode, c'est en libre service, tu fais ce que tu veux. Voilà, il te présente, il te dit là, t'as ça, là, t'as ça, là, t'as ça. Tes créations pour les faire sécher, bah voilà, si c'est des gros pliages, tu les mets là. Si c'est des dessins, tu les mets là. Si tu veux les reprendre, tu les prends. Si tu veux les laisser là, tu les laisses là. Enfin, et puis tu te sers après. Et ça dure combien de temps? 1 heure. C'était quoi, 1 heure par jour, 1 heure par semaine Alors, si t'arrivais à choper 1 heure 2 fois par semaine, t'étais content. Ok. Parce que c'était vraiment très demandé. Après, j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé la musicothérapie. Ouais. C'était pas du tout ce que j'imaginais. Et c'est très frustrant quand tu kiffes la musique. Tu arrives dans cette salle qui est insonorisée, avec plein d'instruments magnifiques. Et en fait, tu écoutes des musiques et tu fais des... Moi, je pensais que vous pouviez vous faire kiffer en mode je fais de la musique, quoi. Non. Donc j'y étais une fois. Mais pourquoi? Enfin, c'est complètement con. S'il y a les instruments, pourquoi vous n'avez pas le droit de vous en servir? Alors, apparemment, à certains moments, on s'en sert. Mais moi, je l'ai pas... Et j'ai parlé avec d'autres personnes qui vont souvent. Et souvent, effectivement, c'est t'écoutes de la musique. Tu dis ce que t'as ressenti. Donc, moi, je suis là, de la frustration. Ouais. Moi, j'ai envie de jouer au piano, là, s'il te plaît. Je comprends, tu vois. Donc, j'y suis pas retournée. Après, c'était quoi? Après, c'était la respiration, la sophrologie. Ouais. Je n'ai même pas essayé parce que, alors, moi, c'est le genre de truc, sur moi, ça fonctionne. Ça me met mal à l'aise. Okay. Ça me crée un gros malaise. D'ailleurs, pendant la musicothérapie, j'ai ressenti un énorme malaise quand il fallait se mettre debout, lever les bras, souffler, baisser les bras. J'avais juste une envie, en fait, c'était partir, tu vois, ouvrir la porte et sortir. Mais j'osais même pas parce que j'avais peur de les déranger.
Mais t'aurais pu? Ouais, T'avais t'es le droit libre de partir partir en à tout cours. moment. Ok. À tout moment, t'es libre de partir et qu'importe l'activité que c'est, tu peux partir quand tu veux. Ouais. Et arriver quand tu veux, non, par contre. Par Oui, contre, non, tu pars forcément, quand tu veux. ouais. Si tu te sens mal à l'aise, si tu te sens pas bien, si t'as juste envie de partir, en fait, juste t'en as marre, tu pars. Et le sport, c'était quoi? T'as des machines. C'était une salle de muscu, genre... Ouais. Ouais, c'est une salle de muscu. Après, de temps en temps, ils prenaient les tapis, ils allaient dehors ou ils faisaient des cours, le coach. Mais la plupart du temps, c'est juste la salle de muscu. Et puis, il est là pour t'aider à faire tes exos si t'as besoin, comme dans n'importe quel coach, dans n'importe quelle salle, quoi. Et après, t'avais l'écriture. Donc moi, j'y ai été qu'une fois aussi parce que j'ai du mal avec le fait de parler. Ouais. Donc forcément... Et puis en plus, c'est pas ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais qu'on pourrait écrire assez librement. Et en fait, non. Enfin, si, j'aurais pu, puisqu'elle a dit qu'on pouvait tout à fait détourner les instructions. Mais de mémoire, elle nous disait des mots. Et avec ces mots, on devait écrire quelque chose que les mots nous inspiraient. Ah, ça m'aurait saoulé. Mais moi, ça m'inspire pas. Ça. Pour moi, l'écriture, il faut pas qu'il y ait de contraintes. Ouais, voilà, j'avais besoin que ce soit libre et ça l'était pas. Ouais. Et après, le fait que tout le monde lise ses textes, les textes, souvent, on parle des traumas des gens. Et ça peut paraître égoïste, ce que je dis, mais je m'en fous de vos traumas. C'était trigger? Non, mais je m'en fous. Je suis pas là pour écouter les traumas de ma voisine. Ouais, je comprends. Je suis là pour moi. Mais est-ce que justement, ça a pas un côté hyper... tu m'en parlais tout à l'heure, plombant? Tous ces gens qui vont mal autour de toi, est-ce que ça pousse vraiment à être tiré vers le haut? Est-ce qu'on n'est pas tiré vers le bas avec des gens qui vont mal? Est-ce qu'on n'est pas... Est-ce qu'on culpabilise pas d'aller mieux que les autres si on guérit et que les autres ne guérissent pas? Est-ce qu'on n'a pas envie de se séparer des gens? Parce que c'est un comportement humain aussi de vouloir se séparer des gens qui vont mal. Quand on sent que l'autre personne nous prend trop d'énergie et que c'est trop dur pour nous. Comment tu balances ça, quoi? Les psychiatres nous le conseillent, ouais. de pas conserver les amitiés. Quand tu sors, tu n'as pas le droit de rentrer pour voir les autres en visite. Ok. Parce que pour protéger les autres. Après, faut pas trop s'attacher aux gens. Ouais. Parce que ça peut te porter préjudice. Et surtout, faut pas se laisser influencer dans des choses... Donc je sais pas si c'est le moment. Tu peux, non mais tout est le moment. Moi j'ai noté les questions, mais il n'y a pas d'ordre. Si t'as envie de parler de quelque chose, t'en parles. Moi, la première fois, j'allais pas bien forcément comme tout le monde et je me suis laissée... C'est un endroit où plein de gens vont mal. Et il y a des gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions. Donc nous, il y avait un dealer quand j'y étais la première fois, mais quand je dis un dealer, on parle pas de cannabis. Enfin, on parle pas que de cannabis. Mais justement. Comment le mec se retrouve en hôpital psychiatrique avec de la drogue? À la base, lui, il y allait pour une désintox. Ouais. Comment il fait rentrer de la drogue dans un hôpital psychiatrique? Tu fais rentrer ce que tu veux en psychiatrie. Ah ouais? Tu fais rentrer ce que tu veux. T'es pas fouillé. Les seules solutions pour être fouillé, c'est que ils connaissent le risque. Donc que t'aies déjà été attrapé. Moi, la deuxième fois, par exemple, quand j'y suis retournée la deuxième fois... Attends, tu m'as quand même montré des vidéos de vous complètement défoncés. Ouais. Il n'y a aucun soignant qui s'est dit... Si, il y a eu l'alerte de données, on a eu des tests urinaires, on a... Ok. Il y a eu des choses de mise en place, mais c'est très très compliqué. Enfin, moi, quand on m'a dit test urinaire, je prenais de la cocaïne à ce moment-là, je fumais beaucoup de joints, je buvais beaucoup d'alcool, j'ai été frappée à la porte d'une fille que je connaissais, est-ce que tu peux faire pipi dans le pot pour moi? Il était clean mon test. Ah ouais. Donc, ça aurait été quoi les conséquences? Alors tu peux te faire virer. C'est ce qui est arrivé au dealer. Il s'est fait dégager? Il s'est fait dégager. C'est une bonne chose pour toi? Et ils ont été sympas. Parce que ils peuvent même jusqu'à prévenir les autorités. Ils ont le droit de prévenir les autorités. Jusqu'au bout, par contre, on l'a couvert. Ok. Ce qu'ils nous ont demandé, ils nous ont dit oui, on sait que c'est lui, dites-le nous. Mais jusqu'au bout, on a couvert, on a dit non. Enfin, on sait pas, nous. Ouais. Mais ils savaient qu'il y avait un trafic qui se passait à l'intérieur. Enfin, t'as vu les vidéos, t'as vu nos états. Donc on avait beau dire que c'était les traitements, ils savent très bien ce qu'ils nous donnent. Bien sûr. Et ils savent la quantité qu'ils nous donnent. Et toi, ce mec-là, du coup, tu l'as rencontré comment? C'est un des premiers qui est venu me parler, du coup, à ma première hospite. Et tu penses qu'il est venu te parler pour dîner? Non. Non, au départ, ils ont été très... À la base, ça a été surtout... Non, si, ça a été lui. En fait, c'était lui. Il y avait lui, un autre homme avec lui, et une fille. Ok. Une fille qui est jeune, qui est plus jeune que moi, elle avait 18 ans à l'époque. Ah ouais.
qui est aujourd'hui une très très bonne amie à moi. Et, et je pense que eux, ils étaient perdus entre eux, tu vois, puis moi j'arrivais, et à aucun moment on m'a proposé. Hein. C'est toi qui as demandé ? C'est moi qui ai demandé, ouais. Pourquoi ? J'allais mal, Ouais. et ils avaient l'air d'aller tellement bien à ce moment-là. Quand tu prends des drogues, tu vas tellement bien. Ouais. Quand tu te défonces, tu vas bien. Donc c'est hyper facile de tomber dans l'engrenage. J'avais peur cependant, donc j'en prenais beaucoup moins qu'eux. Et j'avais surtout pas les moyens, parce que moi j'avais un enfant à nourrir. Ouais. Mais c'est là où... La dangerosité d'être une femme aussi, d'être une fille. Hein. C'est hyper simple d'avoir des produits gratuitement. Tu t'es prostituée pour avoir de la drogue ? Non, mais juste laisser penser qu'il y a possibilité, et t'as facilement. T'as très facilement, parce que t'es une femme. Ouais, tu laisses croire que... Voilà. Qu'il y a une ouverture, alors qu'il n'y a pas d'ouverture possible, mais... Donc c'est super simple de tomber, parce que t'es avec des gens qui vont mal et qui n'ont pas forcément envie de s'en sortir réellement. Ouais. Donc si toi, t'as pas réellement l'envie de t'en sortir, tu peux tomber. Très facilement. Ouais, c'est très difficile de capter le... Et les gens que tu connais ont eu plusieurs hospitalisations, parce qu'on sait, entre guillemets, statistiquement, que les gens qui ont fait une hospite en font une deuxième, enfin qu'il y a beaucoup de récidives, entre guillemets, d'hospitalisation. C'est quelque chose que tu as remarqué aussi, ça ? Ah oui, il y en a, ils sont à 4-5 hospitalisations. Ma copine qui avait 18 ans à ce moment-là, elle était déjà à sa 4e, je crois. Et elle en fait encore. Ouais. J'en ai une qui était avec moi cet été. Ça fait 3 fois qu'elle y rentre. Donc ouais, la récidive. Et puis il y a aussi ce fait que là-bas on se sent en sécurité. Vraiment, c'est ce que tu m'avais expliqué. Très très en sécurité. Et quand on ressort, on a l'impression d'être frappé. La vitesse. Ouais. Les gens vont vite, les gens ils ont pas le temps. Et nous on est encore tout mou, tu vois, on est encore tout fragile et tout va vite, tout... Oui, t'es dans un cocon finalement, t'es avec des gens qui prennent soin de toi, les gens s'occupent de toi, tu risques rien. Ouais. Et tu te retrouves happé en fait par le monde réel. Ouais. C'est parce que, ce que je disais, hein, c'est un univers parallèle qui est à côté. Ouais, clairement. Et tu te retrouves frappé par la brutalité du monde aussi. Hein. Ouais. Parce que tout d'un coup, tu te rends compte que, ouais, ça va mal dehors. Ouais, toi tu vas mieux, mais le monde va pas mieux, quoi. Le monde, lui... Et c'est dur, ça aussi, encaisser. Quoique, depuis hier, le monde va un petit peu mieux quand même, si je peux me permettre. Moi, je sais que à chaque fois que je suis sortie, hein, que ce soit la première ou la deuxième fois, l'une des premières pensées qui t'obsède quand tu sors, c'est pourquoi j'ai fait ça ? Je veux rentrer. Tu veux y retourner, ouais. Ah ouais, ça c'est... Je suis pas prête, en fait. Tu fuis pas l'hôpital psychiatrique ? Non. Non. Au début, t'as envie de le fuir. Hein. Ouais. Et finalement, en fait, tu trouves un certain réconfort. Ouais. Enfin, moi, je sais que dans mon compte-rendu, il y a hospitalo-dépendante, un truc comme ça. Donc... Ok. Ouais, mais en même temps... C'est pas le terme que j'aurais employé, mais... Ouais, mais en même temps, on prend soin de toi, on s'occupe de toi, t'es en sécurité, les gens sont là pour toi. Oui, et puis... Les malheurs du monde restent en dehors, la pression reste en dehors, tout ce que t'as à faire, ça reste puis, dehors. Ouais, ce que j'allais dire, moi, en tant que maman, t'as une pression sur le dos, t'as un petit être qui a toujours besoin de toi et qui te sollicite tout le temps. Bien sûr. Et là, c'était... Y a plus de charge mentale ? Non, ça existe pas. Ça existe pas, t'es ailleurs, T'es un enfant ? Tu peux te concentrer pleinement sur toi. Si t'as envie de passer 4 heures à te maquiller, tu passes 4 heures à te maquiller. Si t'as envie de prendre 10 douches, tu prends 10 douches. Ouais, techniquement, t'es un être unique. Y a personne d'autre autour de toi, y a que toi. C'est ça. Ouais. T'as envie de bouffer des saloperies dans ton lit toute la journée, tu le fais. À part ceux qui ont des troubles alimentaires, où là, ils sont contrôlés. Parce que, comme je disais, c'était propre à chaque... Ils s'adaptent à chaque patient. Ouais, vous étiez pas séparés, il y avait pas... tels endroits c'était les TCA, tels endroits c'était les suicidaires, on est tous mélangés. Tous ensemble. Ouais. Et tu penses que c'est une bonne chose, ça ? Je sais pas si c'est une bonne chose. En tout cas, c'est pas spécialement une mauvaise chose. Ouais. C'est neutre. Ouais, et... Enfin, humainement, t'apprends énormément. Ouais. T'apprends beaucoup, beaucoup. Parce que t'es mélangé, justement, à plein de pathologies différentes, à plein d'histoires différentes aussi. Mais est-ce que, du coup, ça t'ouvre pas... Parce qu'une personne qui va mal va vouloir aller plus mal. Tu vois ce que je veux dire ? Comme tu l'as dit, t'es déjà dans une situation où t'es fragile psychologiquement, où t'es... comment dire ? Tu vas chercher à aggraver ton cas, il y a de l'autosabotage, tu vois ce que je veux dire ? Et est-ce que, par exemple, une personne qui s'est jamais mutilée, qui est en contact avec des gens qui se sont mutilés, va pas avoir envie de le faire aussi ? Ça peut arriver, ouais. Moi, je sais que j'ai commencé à me mutiler à cause d'une amie.
Moi, Je l'ai vu certains qui se... Moi, j'ai commencé à me scarifier parce que j'ai vu une amie faire ça et que je sais pas, je l'ai vu et j'ai capté le potentiel de bien que ça pouvait me faire. Ouais. Alors que non, mais j'ai capté le... Ah, tu vois, je sais pas, j'avais l'impression que c'était une manière d'exprimer sa douleur et que j'avais besoin de cette méthode-là, tu vois. Et c'est comme ça que je tombais là-dedans. Comme dans les troubles du comportement alimentaire, tu vois. C'est pour ça que faut vraiment avoir cette envie de s'en sortir pour être dans une hospice libre. Parce que sinon, tu peux facilement tomber. C'est facilement ça. tomber. Oui, c'est un peu à double tranchant quand même. Ça peut te sauver la vie comme il y a un petit risque que ça te foute un peu dans la merde, quoi. Ouais. Et toi, je sais que t'as été diagnostiquée. Quand, comment, quoi? Alors, à ma toute dernière hospice. C'est là qu'il y a eu... Alors, la première hospice, il y a eu un premier diagnostic. Ouais. Donc, j'ai eu le trouble anxieux généralisé. Ok. Le TAG. Ok. Et je ne sais plus le terme qu'on utilise pour dire cachetonné. Mais en gros, j'avais ça. Cachetonné, dans le sens... Dans le sens, tu te drogues aux médicaments. Ouais, toxico, quoi. Non. C'est un terme spécial. C'est des lettres. Okay. Comme le tag. Souvent, c'est simple, il y a une chose qu'on fait tous, mais qu'on fait tous, absolument tous, quand on a notre compte-rendu, c'est qu'on check sur internet qu'est-ce que veut dire ça ou ça. Ouais, ok. Si tu le cherches, tu le trouveras pas, j'avais déjà cherché. Oh, zut. Après, peut-être que ChatGPT le sait. Pharmacodépendance? Non. Ou DAM, dépendance aux médicaments? Ça me dit rien. Ok, bon bah tant pis, j'aurais essayé. Si tu veux, je te le dirai quand je rentrerai à la maison, je regarderai mes comptes rendus. Mais j'ai appris que tout le monde n'avait pas accès à ces comptes rendus. Ah, normalement, si. Parce que j'ai... Bah oui, normalement si, c'est un droit, mais il y a des gens qui disaient justement, je suis sortie de l'hospice, ils n'ont pas voulu me donner mon compte rendu. Et j'ai vu un témoignage sur Twitter d'une personne qui a eu plusieurs hospitalisations et qui, au bout d'un certain nombre d'hospitalisations, a réussi à demander son compte rendu et elle a pété un plomb quand elle a vu tout ce qui avait été écrit dedans, quoi. Alors, normalement, ton compte rendu, tu l'as systématiquement quand tu sors. Hein, parce que moi, les 3 hospices, je l'ai eu. Okay. Oui, parce qu'ils ont osé me diagnostiquer à l'hôpital public. Ah, ils ont diagnostiqué quoi? Oh, t'es obèse. Alors, je sais plus exactement il y avait quoi dedans, mais en gros, j'étais hystérique. La maladie des femmes. Qu'ils osent. Ils ont pas écrit hystérique, rassure-moi. Non, c'était pas ça le terme employé, mais... Non, parce que là, par contre, on fait une descente à l'hôpital, on casse les têtes, hein. De toute façon, tout est écrit en termes médicaux, hein, t'as besoin de Google hein, pour lire ton compte rendu. Clairement. Et donc, du coup, il y avait donc le fait que j'étais une cachetonnée, parce que j'étais une cachetonnée à ce moment-là. Et la deuxième fois, je n'avais plus le cachetonné. Cachetonné, c'est un terme que vous avez inventé entre vous, entre guillemets, c'est un terme qui est propre aux patients? Ah non, pas du tout, c'est un terme c'est un jargon qu'on utilise un peu partout pour parler des gens qui se droguent avec des cachets. Parce que j'avais jamais entendu ça, donc c'est pour ça que... Donc j'avais plus ça, mais j'avais toujours trouble anxieux généralisé et TAG, TAG, je viens de le dire, et trouble de la personnalité limite, donc qui est le trouble borderline. Ok. Dont on reviendra peut-être sur le sujet plus tard si t'en as envie ou pas. Donc je crois qu'il n'y avait plus que ça. Ok. Et ça a été diagnostiqué à la dernière hospice? Ouais. Pourquoi est-ce qu'à la première hospitalisation on t'a rien diagnostiqué? On m'a diagnostiqué. Ouais. On m'a diagnostiqué, mais pas le trouble de la personnalité. Ok. Mais le trouble anxieux généralisé, il a été diagnostiqué assez tôt? Ouais. Et ça t'aide d'avoir un diagnostic? Non. Non, ça change rien à ta vie de savoir que... Le trouble borderline, c'est une aide d'avoir un diagnostic. Ouais. Parce que tu comprends mieux certains de tes fonctionnements. Le trouble anxieux généralisé, c'est sans surprise en fait. Oui, tu le sais quand t'es anxieuse, quoi. Enfin, tu le sais quand t'as un problème d'anxiété qui est énorme. Tu sais quand t'es anxieuse et tu sais quand t'es plus qu'anxieuse, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Qu'on est un stade au-dessus, il n'y a aucune surprise et que de toute façon, le seul moyen de le soigner, alors oui, tu peux l'apaiser avec des Serestat, des anxiolytiques, quoi. Mais le seul moyen de le soigner, c'est la thérapie. Donc tant que tu fais pas une thérapie, tu peux prendre autant de cachets que tu veux et comme à peu près tous les troubles. Hein. Et tu as encore un trouble anxieux généralisé? Oui. Tu n'as pas... Non, mais pour 2025, je m'en débarrasse. Ah. Félicitations. Enchantée, je suis fière de toi. T'es fière de toi? Bah écoute... Globalement comme ça, là, tout de suite, maintenant. Là, tout de suite, maintenant? Ouais. Je dirais oui. Ouais, bah c'est cool, parfait. C'est tout je fais des choses, je sors de ma zone de confort. Je fais pas de thérapie, par contre. Ouais. Je sais pas pourquoi. Déjà, j'ai pas l'argent, on est en France.
Et en France, la santé mentale, ce n'est pas une priorité. Oh là là, l'investissement que j'ai mis dans ma thérapie, quel bonheur. J'ai les tétons qui grattent. Super. Ça n'a rien à voir, mais... J'avais commencé une thérapie, par contre, quand je suis sortie, du coup, de ma première hospice. Avec un psychologue, du coup. Ouais. Ok. J'avais commencé de l'EMDR. Ah, ma vie. Ouais, de la souffrance aussi. Ah oui, ça, j'en parle dans mon podcast sur le MDR. C'est pas facile, mais waouh, meuf, j'ai pas encore pleuré en 2025. Malheureusement, j'ai pas pu aller au bout parce que la psy m'a lâché. Ah la pute. Pardon. Et de toute façon, je n'ai plus aucune confiance en tout ce système. On en reviendra peut-être plus tard. Ouais, bien sûr qu'on y reviendra. Qu'est-ce que t'as revap? C'est pas ça du tout la question, j'ai sauté une question. Quelles étaient les règles ou contraintes marquantes? Franchement, il y a rien. Hein. Ouais, règles parce ou que... contraintes. En soi, le seul truc, on va dire, qui était contraignant pour moi qui suis fumeuse, c'est à 22h, extinction des feux, dans le sens où t'as plus le droit d'être dehors. Oh. Et t'as pas le droit d'être dans les couloirs, c'est chacun dans sa chambre. Puis en plus, quand t'es dans un endroit comme ça, je suppose que t'as un rythme hyper décalé, donc t'as pas envie de dormir à 22h. Au contraire, hein, t'es rythmé. Ah Parce ouais? que justement, on fait en sorte de te redonner un rythme. Parce Ok. que justement, quand tu y es pas et que tu vas pas bien, t'as aucun rythme. Ok, j'aurais tendance à croire que Tu justement vas t'étais un peu, dormir à n'importe quelle heure, tu vas te lever à n'importe quelle heure. Que là-bas, en fait, 22h, tu peux pas voir les copains, les copines. Tu peux pas aller fumer. Donc tu vas aller dormir. Tu vas aller dormir. À la rigueur, tu vas regarder un film et tu vas t'endormir. Tu vas être fatigué parce que tu te seras levé entre 6 et 9 heures grand maximum pour ceux qui traînent le plus au lit. Mais t'es fatigué en fait. Ta Ouais. journée, en plus, elle est forte émotionnellement Ah parlant. bien sûr. Puisque tu vois le psychiatre, C'est constamment fort émotionnellement, y a pas de, Ouais. y a pas de répit. Non, non. Parce que même... généralement, tu formes des... C'est un peu comme au collège, mais il y a des groupes. Ouais, bien sûr. Et dans les groupes, ça parle. Et puis, s'il y en a un qui va bien, bah, l'autre, il va pas bien. Et puis, tu remontes le moral à celui qui va pas bien. Mais après, du coup, bah, ça a été énergivore pour toi. Donc, toi, tu te sens pas très bien. Et... Ouais, t'es quand même constamment sollicité sur le côté Ouais. psychologique, quoi. Ouais. Et c'est fatigant. T'aimerais que ça cesse, ça? Est-ce qu'il y a des moments où t'aimerais être seule, que le psychiatre vienne pas, qu'on ne te parle pas de ta santé mentale, qu'on Ah te... Ouais. Ah oui, oui. Pour ce qui est d'avec les copains, les copines, ça, c'est facile. Parce que, bah, ils voient, tu leur dis, j'ai pas envie, j'ai envie d'être seule. T'es toute seule. Ouais. Par contre, ce qui est du personnel soignant, c'est pourquoi vous avez envie d'être seule aujourd'hui? Bah, justement pour ça. Ouais. Tu vois? Ouais, Bah, je essayer comprends. de comprendre pourquoi, et ça va être lourd en fait. Ouais, Même c'est si lourd. juste la raison c'est j'ai envie d'être seule, ça leur va pas. Ouais. Il y a Alors que c'est une forcément vraie quelque raison. chose. Moi, ça m'est déjà arrivé d'annuler des rendez-vous chez le psy parce que... Non, pas là. Trop lourd, trop dur, trop... Pas aujourd'hui, quoi. J'ai pas les couilles pour aujourd'hui, j'ai pas envie. Alors qu'eux ils vont pousser le truc. Ouais. Et t'as pas forcément envie qu'ils poussent le truc. Puis t'as pas forcément quelque chose à répondre à ça, tu vois. Ah, et puis en même temps, tu te dis que s'ils le faisaient pas, peut-être qu'il y a des gens qui tous les jours leur diraient j'ai pas envie, donc t'avances pas, donc ils sont obligés d'avoir une régularité. Qu'est-ce que tu ressens les premiers jours? T'arrives à ta première hospitalisation, tu sais que tu vas rentrer, donc t'as eu des appréhensions avant, t'arrives le premier jour, qu'est-ce qui se passe? T'as peur. T'as peur? T'as peur, tu te sens seule. Tu comprends pas non plus. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de tout comprendre. Ok. Quand je vais quelque part, j'ai besoin de comprendre le fonctionnement. T'as besoin d'explications, t'as besoin Ouais. de... Et je me rappelle qu'en plus... alors apparemment c'est pas comme ça pour tous, parce que j'en ai parlé avec d'autres, et juste moi j'ai eu pas de chance, je suis tombée sur une connasse d'infirmière. Ok. Mais je suis arrivée, elle m'a mis dans ma chambre, elle m'a dit on va venir faire votre entrée. Enfin pas l'entrée administrative, mais l'entrée où en gros on vient de poser des questions. Ok. Donc je suis restée dans ma chambre toute seule en mode ok, je sais rien de cet endroit. On t'a pas fait visiter, on t'a Non. pas... Non, il n'y a pas eu tout ça, mais apparemment j'ai juste eu pas de chance. Ah ouais. Normalement, ça se fait. Ensuite, on est venu, on m'a posé des questions, on m'a dit le psychiatre va venir. Donc, je suis arrivée à 8h du matin. J'ai vu le psychiatre vers 11h. Donc, tout ce temps-là, j'étais dans ma chambre parce que je ne savais même pas ce que j'avais le droit ou pas de faire. Ouais. On m'a ramené le fichier, le papier, en fait, comme on a dans tous les hôpitaux, hein, qui t'explique les règles, les compagnies, les horaires. Et c'est grâce à ça que j'ai su à peu près le fonctionnement. Genre vraiment à peu près. Ah ouais, donc la panique, quoi. Ça a été atroce. Ça a été ça pendant combien de temps? Jusqu'à ce que je me mette à pleurer devant une infirmière et que je lui demande de m'expliquer comment ça fonctionne ici. Même si au final, en fait, je l'avais compris. Ouais, mais t'avais besoin qu'on te le dise. Ouais. Que quelqu'un t'accompagne. C'est ça. Parce que du coup, je me retrouvais un petit peu... Ouais, je comprends pas. on t'avait lâché dans la nature sans rien c'est ça. t'expliquer. C'est effrayant pour tout le monde, ça. Hein. C'est effrayant pour tout le monde. Et
est-ce que quand t'es arrivée à l'hôpital, t'avais déjà confiance en ta guérison, à l'hôpital psychiatrique Est-ce que quand les soignantes parlaient, tu te disais déjà qu'ils étaient là pour ton bien, ou est-ce qu'il y a eu une phase de méfiance? Et si oui, quand et comment t'as fait confiance? Il n'y a pas eu de méfiance envers le personnel soignant à ce moment-là. Ouais, Par contre, je croyais pas du tout en ma guérison, hein. J'étais là en mode... Il y a que qui peuvent m'aider là. À ce stade, s'ils y arrivent pas, mais pour toi, ils allaient t'aider ou juste, bon, oui, si. oui, donc tu t'avais confiance dans l'avenir, tu savais que ça allait aller mieux à un moment ou à un autre? Alors, non, je Non. savais qu'ils étaient là pour m'aider, Ok, qu'ils allaient tout mettre en œuvre pour m'aider, Mais mais t'étais est-ce pas que sûre qu'ils j'avais allaient réussir? confiance en moi ouais. sur le fait que ils allaient réellement réussir à m'aider? Ça non. Ouais. Je pense qu'on n'a jamais vraiment confiance en soi quand on est dans ce genre d'endroit. T'es là... Et puis souvent, les gens qui sont là, c'est pas des gens que tu penses qui... Enfin, si là tout de suite je te demande le genre de personne que tu penses au niveau catégorie sociale, etc., tu penses quoi, genre, clairement, tac au tac. Une personne en HP? Ouais. Une alcoolique. Bah, là-bas, il y avait une prof de lettres, Oui, mais il y parce avait que... médecin. Oui, mais parce que là, il y tu penses à avait- la... Moi, je pense à la pathologie. Moi, je te parle de catégorie sociale. Ah bah, tout le monde, il y a de tout. Il y a des enfants, il y a des grands, il y a des jeunes, il y a des mariés, il y a des pas mariés, il y a des... En vrai, moi, je m'attendais pas à avoir des profs de lettres, des médecins, des... Tu vois? Ah, moi, ça m'étonne pas. Genre, moi, je m'attendais pas à ça avec Parce que ce genre de déjà, personnes. c'est un milieu de Bourges. Enfin, Bourges. Non, mais c'est vrai. Mine de rien, la santé, ça coûte cher. La santé mentale, d'autant plus. Le petit cassos... Enfin, le petit cassos, non, mais... Le petit pauvre qui a pas de famille pour l'accompagner, qui taffe d'arrache-pied, etc. Ouais, petit cassos, non, parce que j'en suis une et j'y étais. Hein. Non, non, mais c'est pas le terme que je voulais utiliser. Mais la personne, la personne marginale qui est toute seule, qui a qu'elle pour s'aider, qui a besoin de bosser 50 heures semaine, qui a 2 jobs pour aller au travail, pour payer son loyer ou que sais-je, elle va pas se retrouver en hôpital psychiatrique, en clinique psychiatrique privée, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle a pas cette chance-là. Mais souvent, là-bas, en fait, c'est... T'as des burn-out. Il y a beaucoup de burn-out. Et effectivement, il y a beaucoup de gens, non, je reviens sur le cassos, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a des cassos en hôpital psychiatrique, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'hôpital psychiatrique, c'est les fous, c'est des dingues, c'est des gens qui ont jamais travaillé de leur vie, qui ont, Ouais. tu vois. Bah, c'est l'idée un peu que j'en avais. Hein. Ouais. Est-ce Moi, que du coup, tu te considères comme ces gens dont tu as dont tu te fais l'image? Est-ce que tu te dis que t'es peut-être, parce que tu parles de confiance en toi, est-ce que tu te dis que t'es une sous-humaine, que t'es ratée, que... Non. Non. Ouais. Tu acceptes totalement le fait que t'es un être humain qui a besoin d'aide pour sa santé mentale et c'est Oui. ok. Oui, oui. Ok. Bah c'est cool. Non mais c'est très bien parce qu'il y en a plein qui ne réagissent pas à ça. Il y en a plein qui pensent qu'aller chez un psy c'est pour les fous, que c'est pour les faibles, que... Au contraire. Au contraire, j'ai envie de dire. Oh, clairement. Pour moi, ça demande beaucoup de force d'accepter qu'on a besoin d'aide. Ah mais c'est clair, mais c'est le premier pas le plus dur à faire, c'est d'accepter qu'on a besoin d'aide et de demander de l'aide. On est bien d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'on est loin d'être de la faiblesse. Quoi. Ouais, ouais, On est affaibli, bien sûr. mais on n'est pas faible. Non. Non, non, mais complètement. Mais je pense que personne n'est faible. Mais oui, c'est vrai, il faut une force particulière pour accepter d'aller se faire aider. Pour se lever un matin et se dire, ok, là, c'est pas de mon ressort, quoi. C'est une humilité particulière aussi, je Mais pense. même avant d'être là, hein, rien que se dire, sans être au stade de demander de l'aide, mais j'ai un problème. Ouais. Tu vois. Je bois trop d'alcool, ou j'ai trop d'idées noires, ou tu vois. Oui, admettre qu'il y a quelque chose qui va pas. Mm. Mais encore Avant une de fois, demander de l'aide, déjà, rien que ce stade-là, c'est... Mais encore une fois, je pense que c'est générationnel. Parce que toutes les générations avant nous ne se sont pas soignées. Après, il y avait beaucoup de tabous qu'on n'a pas. Là, Bien on en sûr. parle. Là, on est sur un podcast. Non, mais bien sûr, Sur nous, on les en parle réseaux, tu maintenant. trouves plein de On vidéos. sait très bien que demain, nos enfants, ils sauront ce que c'est que d'être triste, ils sauront ce que c'est que d'être Bien heureux, sûr. ils auront le droit d'exprimer leurs émotions. Nous, on n'avait pas le droit de faire ça. Parce qu'on est les générations qui... Nous, on qui est la cassons génération, les- on les est la tabous, génération quoi. qui soigne les traumas, nous, tu vois. Mm. Et c'est très bien. Mais du coup, forcément, nous, on a grandi. Moi, j'ai grandi, c'était ferme ta gueule, tout va bien. Montre à tout le monde que tout va bien. Il faut surtout pas que les gens sachent que ça va pas. Par contre, on va bien parler sur la gueule des gens chez qui ça va mal, tu vois. Ouais, bah oui, évidemment. Et il fallait faire semblant que tout allait bien, quoi. Et c'est hyper destructeur. Et moi, je suis hyper contente de, pas d'avoir vécu ça, mais de savoir que ma descendance ne vivra pas ça, quoi. Oui. Jamais de la vie, ma descendance aura honte de pleurer, d'aller mal, d'être triste, d'être en colère, Ah bah, clairement. de vivre des traumas et de les soigner, quoi. Mon fils, il a 5 ans, il voit un psy. Hein. Bah, bien sûr. Et moi, la première fois qu'on m'a parlé d'un psy, c'était parce que je supportais mal mon traitement et qu'on m'a dit non, c'est dans la tête. Ma grand-mère m'a dit non, mais t'es pas folle.
Personne m'a dit que j'étais folle, en fait. On m'a juste dit que j'avais besoin d'aide. C'est une des réponses que mon beau-frère m'avait dit. Il m'avait dit, mais t'es pas comme eux, t'es pas folle. Mais ils sont pas fous non plus, en fait. Ben non. Tu penses quoi de la psychophobie? Alors, va falloir développer, parce que là... justement, de dire que les gens en psychiatrie, c'est des fous, c'est des malades mentaux, c'est des tarés... Je pense que c'est un manque de connaissances. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de tabous autour de la psychiatrie. Hein. En vrai, tu trouves pas tant de personnes qui en parlent. Ou alors, tu trouves des expériences assez... de public, tu vois ce que je veux dire? Ouais, négative. Beaucoup d'expériences négatives, et il y a très peu d'expériences positives de personnes qui en parlent et qui l'ont bien vécu. Ouais. C'est toujours plus facile de parler de quelque chose qu'on a mal vécu. Enfin, on a plus de facilité à parler que de dire ça s'est bien passé. Non, mais c'est comme tout, c'est comme les examens médicaux, tu vas beaucoup plus entendre parler les gens qui disent que c'est horrible que les gens qui disent que ça se passe bien. Tu vois, les accouchements. Bien sûr. Tu trouves un nombre incalculable de... Ah, c'est horrible, c'est atroce, tu vas souffrir. Et très peu de... Mais c'était merveilleux. Ouais. C'était merveilleux pour toi, les accouchements? Je suis complètement hors sujet, mais... Alors, Sully, non. Sully, c'était... Alors oui et non, hein, c'est un peu particulier. Imran, pas du tout. Bah, forcément, par des... On était sur une chose horrible, hein. Je donnais naissance à la mort. Et Isaac, ouais, ça a été merveilleux. Ouais. Ça a été l'accouchement de mes rêves, hein. J'avais pas de péridurale, et j'étais puissante. Donc t'as connu l'accouchement merveilleux, quoi. Ouais. Ouais, c'est cool. J'espérais. Ouais, c'est trop bien. Et du coup, ouais, au bout d'un moment, toi, tu te disais, ils vont tout faire pour me soigner, mais bon, voilà. Est-ce qu'il y a un moment, tu t'es dit, ah, ils sont en train de tout faire, mais en plus, ça marche? Non. Jamais? Non. Même à la troisième hospice? Jamais tu t'es dit, ah... Bah déjà, jamais je remonte, quoi. Jamais j'ai eu cette pensée de c'est grâce à eux. Oui, parce que, ouais, oui. Ça peut peut-être paraître égoïste, ou je sais pas, mais si je suis là où je suis aujourd'hui, tu vois... alors il y a encore des trucs bancals chez moi, hein. Non mais bien sûr, mais ils t'ont donné des outils, mais c'est toi qui fais le travail de toute façon. En fait, je me remercie que moi. Mais je veux dire, moi, pendant ma thérapie, j'étais persuadée que ça ne servait à rien, que ça n'allait pas avancer. Et un jour, enfin non, et à la fin des séances, au bout d'un moment, je lui disais, je vous crois quand vous dites que ça va aller. J'avais confiance dans le fait que, ok, je suis sur la bonne pente, tu vois. J'avais compris que, ok, c'était dur, j'étais dans le mal, mais continue comme ça, t'es parti, tu vois. Ouais. T'as vécu ça? T'as senti ce moment de... Non. En fait, du jour au lendemain, je me suis réveillée, j'allais bien. Ok. Je saurais pas l'expliquer. Après, c'est un peu compliqué parce que si on parle de la raison qui m'a amenée de base en psychiatrie, hein, vraiment purement... Ouais, c'est ce que j'allais rebondir là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine culpabilité dans le sens de... est-ce que si je vais mieux après le décès de mon enfant, est-ce que je l'oublie? Est-ce que ça veut dire que je suis une mauvaise mère? Alors ça, c'est une phase que j'ai eue. Hein. Il y a eu même un moment où je m'interdisais d'aller bien. J'ai le droit de me soigner du décès de mon fils, quoi. Je m'interdisais d'aller bien parce que j'ai pas le droit. Ouais. Tu vois. Mais si on parle vraiment de juste du pourquoi j'ai été là-bas, je vais mieux, je vais beaucoup mieux. Mon deuil je pense, est fait. Si on peut dire qu'on fait un jour le deuil. Hein, ouais, bien sûr. C'est un truc hyper vague, hyper flou, mais par contre, non, je vais pas bien dans le sens où je suis borderline. Ouais. Et que je ne prends pas de traitement parce que, comme la plupart des gens qui ont ma pathologie, n'est-ce pas? Dès que ça va mieux, vous arrêtez tout. Voilà. Donc on est sur des montagnes russes, hein, ouais. Émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, je suis sans arrêt dans des montagnes russes. Là, on n'est pas dans le bas du truc, on n'est pas dans le haut du truc, on est au moment où je vais bientôt me péter la gueule et je le sais. Parce que j'ai moins de patience, parce que je vais plus facilement hausser le ton, parce que je vais avoir plus de stress, plus d'angoisse. Je sais bien que dans quelques jours, quelques semaines, je vais me péter la gueule. Je sais aussi que je vais remonter. Et alors, pourquoi, alors que tu sais que tu vas te repéter la gueule, pourquoi tu laisses faire? Dans le sens où... Parce que à part une thérapie que je n'ai pas les moyens de me payer, il n'y a rien qui pourra. Ouais, le traitement, là, aujourd'hui, il va rien faire, quoi. Le traitement, il va juste camoufler. Ouais. Là, t'es dans l'attente de pouvoir payer une thérapie pour qu'il n'y ait plus de montagnes russes, en fait. J'aimerais bien. Ouais. J'aimerais bien. Tu sais qu'aujourd'hui, ça sert à rien de batailler parce que de toute façon... Et est-ce que tu gères mieux ça va me stabiliser le traitement. Ouais, mais est-ce que tu sens que les montagnes russes sont plus gérables dans le sens où peut-être t'as moins peur? Là, tu m'en parles, tu me dis je vais me casser la gueule, mais t'en parles comme demain il va pleuvoir. Là, je vais me casser la gueule, ça va arriver. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que je le sais. Mais ça a l'air... C'est pas comme avant. Okay, c'est pas comme avant
où T'as je pas l'air de savais pas à quel batailler moment. contre, tu vois. Ça sert à rien. Ouais, tu sais J'ai- écouter ton corps, tu sais que ça va venir, Ça sert à et tu sais que rien. ça va passer. Je sais que dans pas longtemps, je vais être en train de pleurer dans mon salon, que je vais rien avoir envie de faire, que ma maison sera sale et que moi aussi je serai probablement hyper sale, hein. Ouais. Je vais sûrement passer une semaine complète, voire même plus, sans me laver, où je vais faire les choses en mode automatique. Mais c'est inévitable. Oui, c'est ça. Je pourrais prendre des anxios et être défoncée, C'est mais j'ai peut-être pas envie de faire ouais. ça. Donc, je vais affronter la tempête et je vais la passer comme j'ai passé toutes les autres. Ouais, t'as l'impression que c'est plus apaisé, peut-être. En tout cas, je l'ai accepté. Parce qu'au début, quand on te diagnostique un truc comme ça, t'es là en Tu te mode. bats contre, tu veux je pas veux accepter, pas. tu veux pas Je admettre. suis pas d'accord avec ça en fait. Moi, Mais accepter une maladie, c'est un deuil aussi, je pense. C'est pour moi j'ai vécu chacun de mes diagnostics comme un deuil de ma santé. Mm. C'était accepter que j'allais mal, c'était accepter que j'allais aller toujours mal. J'ai pas envie. Tu ne veux pas de la maladie. Ouais. En fait, tu réfutes la maladie, tu refuses la maladie. Je n'en veux pas. Donc tu bats contre. Ouais. Et il faut pas se battre contre, il faut se battre avec en fait. C'est ça. De toute façon, t'as pas d'autre choix. Donc, Ben, c'est ça. Mais c'est hyper long d'accepter. Moi j'ai été dans le déni, j'ai été dans la colère, Après, le trouble de la personnalité, enfin brièvement, parce que du coup, c'est pas le sujet, mais quand il est diagnostiqué, t'as un espèce de soulagement, mais qui est incroyable. Bien sûr. Parce que tu comprends. Ouais. En fait, je suis pas folle. En fait, je suis pas une hystérique. En fait, mon cerveau, il fonctionne juste pas comme le cerveau du voisin. Donc, je comprends mieux mes réactions et du coup, je peux mieux les apprivoiser aussi. Bien sûr. Et je peux prévenir aussi. Tu peux les expliquer à Je tes peux les proches, expliquer, tu je peux peux- prévenir, je comprends mieux pourquoi j'ai tout le temps peur d'être abandonnée, tu vois. Ouais. Je sais que c'est pas juste parce que je suis hystérique. Je comprends mieux pourquoi les colères, elles sont si intenses. Ouais. Pourquoi je ressens trop. Je comprends. Ça ne se soigne pas, ça. Ça s'appelle. Ça se peut se- soigner totalement, non. Ça s'appelle. Ça Mais se stabilise. Ouais, ça peut devenir presque Quasiment anecdotique. inexistant. Ouais. Ouais. Ok. Avec la thérapie. Parce que je vais recentrer le sujet sur moi comme une grosse égocentrique que je suis. À une époque, pendant ma thérapie, moi j'ai toujours, on en reparlera si on fait un podcast sur ton trouble, mais j'ai eu des périodes très très compliquées. Et un jour, je me souviens, j'étais en crise d'hystérie, entre guillemets, totale. Et Julien m'a dit, faut que tu ailles voir quelqu'un. Et je lui ai dit, mais je vois la psy. Il m'a dit, non, là, faut que tu ailles voir un médecin. Et je l'ai regardé, j'étais en mode, PTDR, t'es qui? Et j'en ai jamais parlé à ma psychologue. Et j'ai fini ma thérapie. Et je ne suis plus du tout cette personne-là. Alors, est-ce que j'ai juste soigné mes traumas ou est-ce que j'ai réussi à gérer autre chose que maintenant je sais gérer? Tu vois, j'en sais rien. Parce qu'il y a toujours cette idée de ouais, l'autodiag, nanana, t'as toujours un peu envie de. Je pense que c'est humain aussi de toujours avoir envie de grappiller chez les autres pour se construire une identité, tu vois. Donc, moi, j'étais en mode non, mais moi, ma psychologue ne m'a jamais dit que potentiellement il y avait un trouble, donc PTDR, il n'y a rien, tu vois. Ouais. Mais il y a une partie de moi qui était en mode mon mec, enfin mon conjoint m'a regardé et m'a dit il faut que t'en parles à un médecin. Et je me suis dit c'est quand même bizarre, tu vois. Et maintenant non, mais je me dis ça se trouve peut-être qu'il y a des phases, j'en sais rien, peut-être qu'un jour j'ai été comme ça et qu'aujourd'hui j'ai complètement apaisé le truc, tu vois, j'en sais rien. C'est pour ça que je te pose la question, est-ce que c'est un truc qui peut se calmer et après devenir juste anecdotique, quoi? Ça sera jamais totalement soigné. Ouais. Parce que c'est un cerveau qui fonctionne pas normalement. Ouais. Donc il y a des zones du cerveau qui sont plus utilisées, des zones du cerveau qui sont moins utilisées. On n'est pas sur... Enfin, l'imagerie cérébrale, elle nous l'a montré. Le cerveau ne fonctionne pas de la même manière et c'est pas les mêmes zones qui s'activent au moment... Enfin, t'as capté quoi. On en reparlera. On en reparlera. On va revenir sur l'HP. Est-ce qu'il y a une personne ou une situation qui t'a marqué? Là, comme ça. Un truc qui te vient. Bah, en drôle, hein, comme je te dis, hein, cette drama queen qui est tombée de façon théâtrale. En plus, je pouvais pas me la voir, elle pouvait pas me voir. Donc, elle me détestait. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me détestait. Oh, t'as vu comment tu regardes? Non, mais c'est sûrement parce que je suis incroyablement belle. Ça doit être ça. Bois ton verre d'Ice Tea. Quand et comment se passe la sortie de l'hôpital psychiatrique? Est-ce que c'est toi qui le décides? Est-ce que c'est le psychiatre qui C'est le décide? décidé avec le psychiatre. Ok. De toute façon, hein, que tu veux sortir en étant soigné, pas soigné, t'as besoin de l'avis de ton psychiatre. Ouais. Moi, c'est lui qui m'a poussée vers la sortie. Ok, toi tu voulais pas? Parce que bah, je me sentais jamais prête. Les 2 fois tu voulais pas? Ouais. En fait, c'est pas que je voulais pas, c'est que quand il me demandait quand est-ce que j'envisageais de partir, je sais pas. Parce que t'es tellement bien dedans. Ouais. Tu sais pas. Et puis, moi, j'avais ce truc qu'avaient pas forcément mes copines de...
quand je vais sortir, va falloir que j'amène le petit à l'école, que je me lève le matin, que je le couche, que je lise l'histoire, que... Donc, attention, hein, mon fils me manquait, hein. Non, mais bien sûr. Mais toute cette charge mentale qui allait avec, de faire à manger, entretenir la maison, sortir le chien, tout ça, ça n'existait pas. Ouais. Et j'avais pas très envie que ça reprenne. Ouais, je comprends, c'est totalement normal. C'est totalement normal. Et justement, comment tu gères ta parentalité et l'hôpital psychiatrique? Comment tu gères le fait De façon bancale. Non, mais pas en mode est-ce que tu le gères bien, mais toi, Oui, comment non, mais tu j'ai fais, compris. tu vois? De toute façon, tu gères jamais rien bien, toi, de toute façon. T'as pas un chouchou? Si, je dois avoir ça. Du coup, comment tu gères le fait d'être mère? Je sors tous les week-ends. Tous les week-ends, je rentre chez moi, je m'occupe de Sully, je parle beaucoup avec Sully, je l'appelle tous les soirs pour lui chanter sa chanson aussi. Ça te fait du bien? Tu lui parles, t'es honnête avec ton fils? Ouais. T'es transparente? Les choses, bon, avec des mots adaptés, hein, quand il m'a demandé pourquoi je devais être à l'hôpital, puisque lui il pensait que j'étais malade, hein, forcément. Ouais. Malade comme l'entend un enfant, j'ai un rhume, j'ai expliqué que parfois on est tellement, tellement triste qu'on a besoin que les docteurs nous aident à comprendre pourquoi on est triste. Ok. Donc, je pense que ça l'a aidé aussi d'avoir des mots qui sont posés dessus. Après, ça n'empêche que c'est un enfant qui, à ce moment-là, a à peine 4 ans. Ouais. Il me reproche. Hein, il te le reproche? Ah ouais. Pour lui, si je suis pas là, c'est parce que je veux ne pas être là. Ok. Parce que j'ai pas envie de m'occuper de lui, parce que ça, c'est toutes les problématiques hein, qui suivent. Ouais. Forcément. Parce que qu'est-ce qui se passe entre les 2 hospitalisations? Du coup, tu rencontres ce dealer, tu te drogues? Je rentre à la maison. Et donc la maman, je suis le matin... Tu vas y arriver. Je vais y arriver. La journée, je suis la maman... la personne que tu vois là. Hein, je suis la maman tout à fait normale. Hein. Et à ce moment-là, Laurent vit en colocation. Et tous les week-ends, il prend Sully. Donc le week-end, alors là c'est open bar, open cacheton, open tout ce que tu veux. Hein. Il n'y a plus d'Élodie, hein. Il y a la loc, et pas la localisation. T'arrives à différencier, à mettre en avant entre guillemets le fait que quand tu gères tes enfants, tu peux pas te droguer? Alors, je prends des cachets quand je gère Sully. Ouais. Mais de façon raisonnable. C'est ton traitement? Je prends un peu plus. Ouais. Je prends un peu plus, mais de façon raisonnable. Je suis jamais épave à ne pas pouvoir m'en occuper. Tu sais que tu vas pas le mettre en danger? Non. Parce que s'il y a un truc que j'ai toujours gardé en tête, en fait, et comme quand j'ai voulu mourir, en fait, hein, c'est mon fils. C'est ton fils avant tout? Ouais. C'est sa sécurité, c'est son bien-être, c'est... Par contre, une fois qu'il est dans son lit, une fois qu'il est couché, que la lumière elle est éteinte, moi j'ai ma bouteille qui m'attend et je bois, quoi. Ouais. Et ça va mieux? Ouais. Et ça s'est réglé avec la 2e hospitalisation, du coup? Ouais. Alors, pas vraiment. Ça s'est réglé quand j'ai su que j'avais un bébé dans le ventre. Ouais. C'est là que je... Stop. Parce que du coup, Isaac, il a eu des cachets, il a eu de l'alcool, il a eu du pétard, il a... T'as appris quand que t'étais enceinte? T'as mis combien de temps à savoir que t'étais enceinte? Alors, j'ai pas mis longtemps, hein. Je crois que j'ai mis peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Ouais. Mais c'est à cette période-là que le bébé se construit et c'est l'une des périodes les plus fragiles. Hein. Mais dès que j'ai su, j'ai pas cherché à comprendre, hein. J'ai tout arrêté le jour même. Radical. Tant mieux. Encore une fois, pas pour moi. Ouais. Mais ça aurait pu être pire dans le sens que Isaac va bien. J'ai eu de la chance. Oui, voilà. J'ai joué à la roulette russe hein, quand même. Mais hein, parce que... par exemple, Sully, tu l'as appris très tard que t'étais enceinte. T'as fait un déni de grossesse pendant les premiers mois. Sully a eu de la chance aussi. Hein. Ah ouais? Parce qu'à ce moment-là, je fume du cannabis, enfin je fumais du cannabis en tout cas assez régulièrement à cette époque-là. Hein. Et je collais des douilles particulièrement. Je sais pas si... Mais c'est pas je collais une douille par jour. Hein. J'étais à une dizaine de douilles par jour. C'est quoi, c'est avec le bang? Ouais. Ok. Et j'avais un bébé dans le ventre, quoi. Ouais, mais tu le savais pas? Je ne savais pas, ouais. Et dès que je l'ai su, j'ai cassé le bang. Non. Oui, voilà. Non, Sully, ça a été le pur accident de parcours. Magnifique, hein. Magnifique accident. Bien sûr, mais faut le reconnaître aussi. Hein. Mais pur accident, quoi. Puis et Isaac aussi. Le déni de grossesse et tout ce qu'il faut avec Sully, donc... Isaac aussi, ouais. Isaac, c'est... on s'est pas dit, tiens, on est séparés, viens, on fait un bébé. Hein. Ah bah oui, forcément. Non, on s'est dit, bon, tu me connais, je te connais, on se connaît.
Tiens, on est séparés, tu te drogues, tu sors de l'hôpital psychiatrique, viens, on tombe enceinte, quoi. Je me doute bien que... Et donc tu retournes en hôpital psychiatrique, donc t'as tout arrêté, t'as arrêté l'alcool, t'as arrêté la drogue et tout, tu fais gaffe. T'es encore sous traitement, parce que par contre tes médecins ils veulent pas que tu t'arrêtes du jour au lendemain, il me semble, pendant une période. Je crois que j'ai toujours mes traitements, j'ai arrêté à sa naissance. Ouais. J'ai arrêté à sa naissance, ouais. Et donc là tu vas en hôpital psychiatrique et... Alors j'y vais pas pour les dépendances en soi. Ouais, t'y vas pour savoir quoi faire avec ta grossesse, et vu qu'il y a le bébé, tu soignes les dépendances, et donc tout se fait ensemble en fait. Après à ce moment-là, je suis honnête avec eux, je leur ai dit tout ce qui s'était passé du coup l'hiver dernier. Ouais. J'explique à mon psychiatre que je me procurais des cachets par tous les moyens possibles. C'est très très facile, ça s'achète très facilement les cachets au marché noir. On n'imagine pas, mais et ça se vend très bien aussi. Non mais quand tu vois comme... Non mais attends, ma belle-sœur, elle s'est fait opérer de la main pour des griffures de chat, ils lui ont prescrit que 3 boîtes de tramadol. Une de mes meilleures amies, elle s'est fait opérer de la cheville pour une entorse. Non, elle s'est même pas fait opérer, elle s'est fait plâtrer la cheville pour une entorse, ils lui ont prescrit du tramadol comme on te prescrit de l'eau, quoi. Ah oui, c'est très facile à avoir. C'est une dinguerie. Et j'en parlerai pas sur le... Mais, oui. C'est très très facile et même très très jeune. Mais ouais, c'est terrifiant, quoi, il y a aucun contrôle. Non, et puis en plus, un truc qui est classique, mais les toxicos sont très convaincants. Bah bien sûr. Les toxicos sont très convaincants. Bah, bien sûr, mais évidemment. Donc, forcément. Et qu'est-ce qui change dans ton quotidien après l'hôpital psychiatrique ? Après la dernière hospice, on va rester sur la dernière hospice. Qu'est-ce qui change après ? En soi, rien. Rien de visible. Hein. Ouais. Ce qui change surtout, c'est que je sais que je suis pas une mauvaise personne. Ok. Et que je n'assumerai pas d'enlever ce bébé. Ouais. Donc il faut que je le garde. Mais en soi, il n'y a rien de plus qui change. Bah t'arrêtes quand même de te droguer, t'as plus le... Ouais, mais j'ai arrêté avant. Oui, mais je veux dire, y a plus le... Ta vie n'est pas la même qu'avant l'hospice. Ah non. Si on prend la première, non. Ouais. Non, il n'y a rien qui est similaire à quand je suis arrivée. Enfin, je reviens de loin, quoi. Ouais, pour toi, l'évolution, elle est énorme. Ah oui. Ouais, je reviens d'extrêmement loin. Et est-ce que si un jour t'as besoin de retourner en hôpital psychiatrique, pour toi, c'est quelque chose qui est totalement ok ou pas ? Non. Alors, de base, je t'aurais répondu oui à cette question si tout ça m'avait pas amené malheureusement les services sociaux. Rien que pour ça, je dirais non. Ouais, tu m'en avais parlé. Sans ça, je dirais oui, tu vois. Parce qu'on t'a fait chier quand t'as accouché, les médecins voulaient pas que tu gardes... Enfin, que tu sois tranquille avec les petits. Parce qu'ils étaient au courant des dépendances. Si ça s'était arrêté à la première hospitalisation, il n'y avait pas de problème. Mais 2 hospitalisations rapprochées, longues. Et une 3e hospice, ce serait de faire prendre tes enfants, entre guillemets. Ce serait le risque qu'on vienne te dire tu peux pas être mère. Je pense qu'en vrai, non. Je pense qu'en vrai, il y aurait pas... Je pense qu'en réellement, sincèrement, en étant objectif, je pense que je ne risquerais rien. Ouais, mais t'as peur. T'as pas envie qu'on vienne te faire chier. Ouais, j'ai très peur. Maintenant, j'ai très très peur. Je n'ai plus de médecin, je n'ai plus de psy, je n'ai plus de psychiatre. Pourtant, l'hôpital psychiatrique a rien fait. Hein. Ils ont fait aucun signalement, rien du tout. Le psychiatre a toujours dit que j'étais une très bonne maman, qu'il avait absolument confiance en moi vis-à-vis des enfants. Mais moi, j'ai peur maintenant. Ouais. T'as perdu confiance avec le... Tout ce qui est corps médical, en fait. Ouais. Alors que le signalement de base est devenu de l'hôpital, hein, donc rien à voir avec la psychiatrie. Mais forcément, quand ils ont fouillé, ils m'ont reproché ça. D'être fragile psychologiquement. Voilà. Comme toutes les mères. Enfin, toute mère qui vient d'avoir un enfant a une fragilité. Oui. Mais pas... Tu peux pas... Pas aussi... toutes les mères ont perdu un enfant, pas toutes les mères ont un trouble de la personnalité. Et moi, tout ça, il a été mis sur la table. Mais t'étais soignée, t'étais traitée, t'étais prise en charge, t'étais entourée, je veux dire. T'étais pas plus fragile en étant entourée qu'une femme qui va faire une dépression postpartum, qui a jamais été entourée, qui a jamais été aidée, et qui va tuer son bébé sans le faire exprès par un accident. Tu vois ce que je veux dire ? Les phobies d'impulsion, etc. Toi, t'étais entourée, t'étais consciente de ce que tu vivais. Mais il y a certains professionnels qui sont offusqués de ce qui m'arrivait. Hein. Ouais. Et pour eux, c'est incroyable qu'on vienne reprocher à une personne de ça se fait. Mais c'est ça en fait, c'est ça. Et on est encore dans le tabou de faut pas se... Et je comprends, hein. Moi quand j'en ai parlé sur TikTok, il y a certaines mamans qui m'ont dit moi j'ai peur parce que j'ai des enfants
Et à ce moment-là, je leur disais qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur. Et je continuerai à dire qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Hein. Par Mais toi, contre, t'as peur. moi j'ai peur. Ouais. Objectivement, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Ouais. Mais vraiment. Mais les peurs sont toujours sont jamais objectives. Hein, Ouais, j'ai peur des araignées, c'est pas l'araignée qui va me bouffer. Non, mais bien sûr. Clairement, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont tourné le dos? Pas soutenu, oui, tourner le dos, non. Personne ne s'est dit, Non. Elle est malade, elle est fatiguée, elle est nulle, flemme, tu vois. Non. Tant mieux. Je pense que dans mes amis, par exemple, j'ai très peu d'amis, mais j'ai des bons amis, tu vois. J'ai pas de... Donc même si y a des couacs avec certains, hein, ça n'empêche, mais c'est pas des gens qui vont m'abandonner. Ouais. Même dans ma famille, enfin... Pourtant j'ai une famille, par exemple du côté de mon père, hein, on est sur des musulmans, marocains, ils savent hein, ce que j'ai vécu, où j'ai été, pourquoi j'y étais, il n'y a pas eu de... Personne m'a renié, quoi. Ouais, bah tant mieux, heureusement. Est-ce que tu penses que le suivi après l'hospitalisation, il était suffisant? Est-ce que tu étais suivi par le même psychiatre que celui... Non. Non. J'ai pas eu de suivi pendant longtemps. Ok. J'avais commencé un suivi dans le libéral. Ouais. Et il y a une des caractéristiques hein, qui est très borderline, c'est d'arrêter, reprendre, d'arrêter, reprendre, d'arrêter, reprendre. Sauf que ça fonctionne pas comme ça en fait. Bah non, malheureusement. Donc au bout d'un moment, elle a refusé de me reprendre. Et moi, j'ai décidé que j'aurais plus de suivi. Ok. Et tu penses que c'est le rôle de l'hôpital de t'aider à trouver un suivi? De t'accompagner de... Je pense que ça devrait être... Après, encore une fois, mais j'ai une amie qui était au même endroit que moi, au même moment que moi, qui quand elle est sortie a été suivie par le psy à sa sortie. Moi, j'ai envoyé des mails en lui demandant de l'aide, il m'a pas répondu. Donc, Ouais, bon. je pense que c'est très propre à... Ouais. Après coup, qu'est-ce que tu aurais aimé changer dans ton hospitalisation, dans tes hospitalisations? En vrai, rien. Rien du tout, tout était parfait, y a rien à redire. Si on parle de l'hospitalisation en elle-même, non, en vrai, rien. Et si on parle pas de l'hospitalisation en elle-même, Ce serait à moi que j'aurais quelque chose à redire. tu dirais quoi? Moi, de faire plus attention, de pas me laisser influencer, ou de vraiment essayer de remonter et pas de me laisser tirer vers le bas parce que je vais pas bien. Après, des fois, faut toucher le fond pour remonter. On le dit, c'est très bateau, mais c'est vrai. Hein. Donc en soi, l'hospitalisation en elle-même, non, rien. C'était... Même pas l'art-thérapie. Ou la musicothérapie, laissez-nous utiliser les instruments, les gars, quoi. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Ou le micro, je sais pas. D'ailleurs, j'avais demandé à accéder à la salle. J'avais demandé s'il était possible d'accéder à la salle juste pour utiliser le piano, mais sans qu'il y ait personne. Et on m'avait dit que c'était possible, qu'il fallait que je voie avec une infirmière, et au final, j'ai jamais été au bout du truc, mais c'était possible. Ok, bon à savoir. On va arriver sur les 3 dernières questions qui sont pas forcément... qui sont moins personnelles, on va dire. Donc après, si t'as quelque chose à ajouter, tu le dis. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui appréhende une hospitalisation? Bah, que tout va bien se passer, mais c'est un peu facile à dire. Hein. Ouais, mais malheureusement... Que tout va bien se passer, qu'il faut avoir confiance au système. Ouais. C'est dur à dire parce que quand on connaît pas, on est là, c'est quoi le système en fait? Bien sûr. Mais il faut avoir confiance au système. Et déjà, tu dirais aux gens d'aller dans le privé? Ouais, sans hésitation. Et dans le privé, bien choisir la clinique quand même, hein, parce que ça a son importance. Hein. Bien sûr. Ça a son importance. Enfin, moi, je sais que il y a une autre clinique, j'avais hésité à y aller. J'ai une amie qui a été, elle m'a dit que ça s'est beaucoup mieux passé. Parce que par exemple, dans la clinique où je suis, suivant le psychiatre, où j'étais, ils avaient tendance à donner plus facilement des médicaments. Ouais. Et dans d'autres cliniques, ils sont plus dans la on va faire de la thérapie plutôt qu'augmenter les anxiolytiques. Moi, cette différence, je l'ai pas parce que du coup, j'ai été 2 fois dans cet endroit-là. T'étais loin de chez toi? Et non. Non. J'étais à Bordeaux. Donc, et mon psychiatre, en tout cas là où j'étais, était bon. Ouais. Après, je sais que j'ai des amis qui avaient un autre psychiatre. Hein. Ils étaient plusieurs à avoir le même parce qu'il y avait 3 ou 4 psychiatres, je crois. Donc on faisait vite le tour. Hein. Qui avaient tendance à donner des médicaments, mais très très facilement. Et on parle de médicaments que je sais même pas si je serais capable de les prendre, tellement on parle de... J'en ai vu dans des états... Enfin, les vidéos que tu as vues, c'est rien comparé à certains... Ouais. Il y a du bon et du moins bon, quoi. Ouais, mais comme partout, hein. Bien sûr. Comme partout. Puis il y a des bons professionnels et il y en a des mauvais. Complètement.
bien choisir sa clinique, c'est important. Quel stéréotype t'aimerais déconstruire? On n'est pas dans un lieu aseptisé, on n'est pas privé de liberté. Il y a quand même des privations. Tu le disais, il y en a qui vont pas avoir le droit à lame de rasoir, il y en a qui vont être contrôlés sur l'alimentation. Ça dépend de chaque personne, mais dans le sens où on n'est si pas en prison. besoin il y a, tu n'auras pas toutes les libertés possibles. Bien sûr, bien sûr. Mais ne serait-ce que... C'est peut-être plus des restrictions, des interdictions en fait. Mais ne serait-ce que par exemple, moi au début, quand j'ai eu la première hospite, hein, j'avais un problème, je pouvais pas être à l'intérieur. À l'intérieur, je suffoquais, je saurais pas l'expliquer, j'avais l'impression d'être dans un cercueil, je pouvais pas. Et quand il y avait l'extinction des feux, souvent c'était des énormes crises d'angoisse. Ils ouvraient le parc juste pour moi et il y avait une infirmière qui sortait avec moi, que je prévenais, puis des fois ça durait pendant 1 heure, puis on parlait et après je rentrais, j'allais me coucher quoi. Ouais, mais c'est cool. Donc je dirais que c'est assez malléable quand même. Ouais. Mais on n'est pas sur un lieu qui nous prive de toute liberté. On n'est pas sur un lieu... souvent on imagine ça un peu comme étant quelque chose de morose, alors qu'en fait on rigole beaucoup. Ouais. On rigole énormément. Moi c'est un truc qu'on m'avait reproché sur TikTok d'ailleurs, puisque j'avais fait un best-of de nos meilleurs moments. Ah, ça rigole bien en psychiatrie, mais heureusement. Bah c'est clair, c'est le but. Heureusement, parce que sinon on se tirait une balle. J'allais dire, l'objectif c'est un peu que vous puissiez rigoler quoi. Si on était tous autour de la table en train de sortir nos traumas... Mais ça c'est parce que les gens ont besoin de croire qu'en psychiatrie c'est tellement pire qu'eux. Mais c'est pour ça que c'est pas... C'est la vie normale, mais c'est des gens normaux. Ouais. C'est la vie normale, mais juste bah vous êtes pris en charge quoi. C'est ça. Un univers dans un univers. Bah c'est trop cool. Sauf qu'on nous croit à l'arrêt. C'est trop cool. Et pour finir, la dernière question que j'ai eue, est-ce que tu penses que l'accès aux soins psychiatriques, psychologiques est suffisante en France? Non. Non, on a... Quand tu sors de l'établissement, ou avant d'y être, t'es lâché à l'abandon, t'es dans le vide. Ouais. T'es dans le vide. Et puis même moi, je suis sortie... bonne chance, hein. Bon courage. Ouais. Et moi, j'étais dans le vide complet. Quelqu'un qui a besoin... quelqu'un comme moi, en fait, hein, qui a besoin d'être accompagné, mais pour tout. Tu te laisses vite aller, hein, tu laisses vite tomber. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, on va dire que j'ai de la chance que... j'avais peut-être pas les professionnels, mais j'avais Laurent. Ouais. Voilà. Mais certains n'ont pas un Laurent, tu vois. Donc non, c'est pas suffisant. Et c'est un désert. Enfin, je me rappelle que je suis partie aux urgences psychiatriques. C'est les pompiers qui m'ont amenée aux urgences psychiatriques. Et même les pompiers m'ont dit que c'était une aberration, qu'il n'y a rien dans le secteur. C'est-à-dire que, donc moi j'habite à 40 km des urgences psychiatriques, dans genre 3-4 villes plus loin, donc à peu près 70 bornes. Donc les gens qui habitent à 70 bornes de l'hôpital psychiatrique, enfin des urgences psychiatriques, du CECOP, sont obligés d'aller au CECOP parce que dans le secteur il n'y a absolument rien. Ouais, c'est terrible. Il n'y a pas de relais d'urgence, ou alors on va te dire si il y a les... oui. Les centres gratuits, là, machin. Ouais, les MD... Non. CMP? Non. CMP, ouais, c'est ça. C'est un truc comme ça. Centres médico-psychiatriques. Il y a les CMP. Ouais, tu vois jamais le même psychiatre. Mais c'est même pas ça, mais les CMP. C'est saturé. Tu mets 1 an avant de voir un psychiatre, tu parles avec des infirmiers psychiatriques qui, bien trop souvent, malheureusement, sont peu formés. Bien sûr. Moi, au CMP, on m'a clairement dit, parce que j'y avais été avant d'aller en psychiatrie, et on m'a dit que l'avortement était un crime et que je ne devrais pas faire ça. Un infirmier psychiatrique. Hein. Donc, non, c'est un désert médical aussi à ce niveau-là. Hein. C'est criminel de dire des choses comme ça. Moi, j'ai connu des ados avec qui j'étais, des camarades de classe, des amis, qui allaient en CMP parce que c'était le seul endroit où elles pouvaient voir un psy sans que les parents le sachent, parce que les parents n'acceptaient pas. C'était pire que tout. Ça aggravait le truc, quoi. Et alors, je dis pas tous, hein, il y en a sûrement des très bons. En tout cas, moi, j'en ai vu 4 différents d'infirmières de CMP. D'infirmier, c'était un homme, hein, celui qui m'a dit que l'avortement c'était criminel. Bah attends, il y connaît lui, hein. Il sait de quoi il parle. Bien sûr, il a un utérus. Ça le concerne, hein. Quand même. À chaque fois, c'était une mauvaise expérience. La seule fois où j'ai eu une bonne expérience, c'était il y a très très longtemps, quand j'y avais été pour des angoisses à l'époque. Ouais. Mais non, la prise en charge psychiatrique en France n'est pas suffisante et n'est pas prise au sérieux. Ah. Il y a mon bébé qui se réveille. Petit bébé. Eh ben on va arrêter là-dessus alors. Ouais. Merci beaucoup. Eh bien, merci à toi. Je te vais faire ma petite outro et puis je te laisse aller voir
ton enfant, il entend que tu parles de lui. Du coup voilà, on vous laisse un petit peu précipitamment parce que le petit bébé Isaac s'est réveillé et a besoin de sa maman. J'espère que ça aura répondu à vos questions. De toute façon, on était arrivé à la dernière. Elle a essayé vraiment de dédramatiser. C'est pas mon téléphone. Ah oui, non, c'est pas ton téléphone ça. Elle m'a piqué mon téléphone. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vais lui demander si jamais elle est ok pour... je pense que oui. Pour que vous puissiez lui poser des questions. Si oui, je mettrai le lien de son Instagram en description. Pour que vous puissiez lui envoyer des messages si vous avez besoin. Si vous avez des questions à lui poser. Si vous avez besoin de témoignages ou d'en parler tout simplement. Moi de même, si vous avez besoin de m'en parler, de témoigner, de me poser des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou par mail, je suis disponible. N'hésitez pas à t'abonner au podcast, à liker le podcast, à écouter les autres épisodes et on va essayer d'enregistrer d'autres épisodes avec Elodie, notamment au sujet du deuil périnatal, du trouble borderline, elle a dit je crois. Je suis nulle, j'ai pas de mémoire. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode, il était un petit peu long, un peu dense, mais en tout cas, je suis très contente qu'on l'ait fait parce que je pense que la prévention est très importante, il faut lever le tabou sur la psychiatrie, sur la psychologie, sur les besoins qu'on peut ressentir en tant qu'être humain. Et vraiment, il n'y a aucune honte à avoir besoin d'aide. Et si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Du miel dans tes oreilles et je vous dis à bientôt. Bisous!